Bonsoir, chers amis. Toujours très heureux, de plus en plus heureux de vous retrouver. Le temps est long. Et il paraît que pour quelques heureux d'entre vous, c'est bientôt fini. Je dis ça parce que, apparemment, pour tout le monde, mais par exemple, pour ceux qui, comme moi, et puis d'autres sont en Île-de-France, je ne pourrais pas aller bien loin, quoi, pas plus d'un rayon de 100 km, au moment où nous avons des ailes. Bon, allez, on ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'on a pas mal de pain sur la planche. Je vous avoue que je suis un peu débordé cette fois-ci, débordé par l'actualité qui s'accélère. Mais j'ai rarement vu ce qui se passe en ce moment. Hein. C'est quand même sans précédent. Mais non, je ne parle pas de... On ne fait que vous le dire, ça, vous n'avez pas besoin de moi, là, que c'est la plus grave crise sanitaire de tous les temps. Ce qui est archi faux, je veux dire. Peut-être que moi, à mon échelle, je ne suis quand même pas né à l'époque de Vercingétorix. Mais déjà à mon échelle, je veux dire, j'ai connu quelques grandes endémies, pandémies comme on dit maintenant. La grippe asiatique, bon, j'étais très jeune, j'étais pré-ado, 40 000 morts rien qu'en France. La grippe de Hong Kong plus tard, bien avant moi, à l'époque de mes grands-parents, j'en parle même pas, mais il y a la grippe espagnole, c'était des dizaines de millions de morts. Enfin, je veux dire, on dit n'importe quoi. Alors, c'est pas parce que je dis qu'il y a eu plus grave que je minimise le danger. Non, il y a un danger, oui, comme chaque année, il y a une grippe qui tue. En particulier, j'ai d'autant moins de raison de le minimiser que je suis plus concerné que vous, vu ma classe d'âge. Mais je parle de la crise qui est cachée par celle-là et qui, elle, est beaucoup plus exceptionnelle et que personnellement, alors là, je veux dire, non seulement je ne l'ai jamais vue, mais enfin, peu importe ce jugement subjectif. J'ai entendu quelques médias qui ne parlent que de ça, qui sont spécialisés des médias de l'économie, rien que ce matin, qui disaient que ça paraissait invraisemblable il y a à peine 2 semaines, mais il semble qu'aux États-Unis, on va franchir le record absolu du pic de nombre de sans-emploi atteint dans les années 30, la plus grave dépression de l'histoire du capitalisme, c'est-à-dire 24,7% de la population au chômage aux États-Unis. On est au bord, d'ici là, septembre, c'est pas, de dépasser, écoutez, voilà à suivre, si vous voyez que ça dépasse les 24% et qu'on va vers les 25%, vous saurez que vous vivez l'histoire. Les choses se précipitent. Or, cette crise, elle n'est pas venue comme ça tout d'un coup. Tiens, il y a le coronavirus, et puis hop, on n'a pas le temps d'y penser, il y a la crise économique. Non, il ne faut pas être fut-fut d'une manière exagérée pour comprendre que c'est l'inverse. Il y a bien longtemps, c'est pas que les responsables et ceux qui décident des cours de la monnaie mondiale, pour aller très vite, savent très bien qu'on va vers un clash. D'ailleurs, beaucoup de vous l'ont entendu, n'est-ce pas? Quelquefois même dans les médias, oh là là, on va vers le big one, comme on dit, vous savez, pour le tremblement de terre qui devrait un jour abattre Los Angeles et San Francisco en quelques secondes. En probabilité, je ne le souhaite pas. On craint le big one économique et financier, qui est encore aggravé par rapport au dernier en date, qui est celui de 2008, encore considérablement aggravé que pour sortir de celui de 2008, on a appelé les pompiers qui, avec des lances à incendie énormes, ne font que déverser chaque seconde qui passe depuis 2008, jour et nuit, des tonnes et des tonnes ou des millions de litres d'essence sur l'incendie pour l'éteindre. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une hyperbole que je prends exagérée, non, non. Non, c'est vraiment ce qui se passe. Et donc, il y a une bulle gigantesque qui doit crever tôt ou tard, ils le savent très bien. Et là, ils ont une occasion en or. Là, je passe dans la théorie du complot. Ouais, enfin, de ce que nos dirigeants appellent la théorie du complot. Je rappelle ma position sur la théorie du complot. Il n'y a plus que de théorie politique dans le discours. Il y a la théorie officielle. Dès que vous en sortez d'un millimètre, vous êtes dans la théorie du complot. Voilà comme je vois les choses.
Théorie du complot veut dire qu'il ne faut pas croire qu'on nous cache des choses, mais ce sera la première fois dans l'histoire humaine que les pouvoirs ne nous cacheraient rien. Vous croyez que Louis XIV disait au premier venu, oui, voilà ce que je vais dire au roi d'Espagne lorsqu'il va venir demain me faire une ambassade, n'importe quoi. Le propre des pouvoirs, et plus on va au sommet du pouvoir, plus c'est vrai, c'est d'être diplomatique. Je connaissais un excellent diplomate qui a été conseiller culturel en Côte d'Ivoire à une époque. C'est le 3e de l'ambassade, un conseiller culturel, mais très important dans les renseignements. Enfin bref, à qui sa fille, il avait une petite fille de 8 ans, avait dit: «Papa, c'est quoi un diplomate?» Il avait répondu, ça m'avait fait rire, devant moi, j'étais en relation d'affaires pour une histoire de manuel scolaire, qu'il nous achetait à nous, je travaillais pour le groupe Hachette à ce moment-là, grâce à vos impôts. C'est la France qui offrait ça à la Côte d'Ivoire. Donc, il a répondu à sa fille: «Un diplomate, c'est quelqu'un qui ment pour le bien de son pays». Vous voyez? Ça va de soi, mais maintenant on dirait que c'est un complotiste. Mais non, pas, c'est quand même extraordinaire. Enfin quand même. Oui, donc la crise du virus, je ne dis pas qu'ils l'ont provoquée, ça ce serait déjà tomber un peu dans une version paranoïde, hein. Je ne dis pas qu'ils ont créé le virus dans un laboratoire, rien n'est à exclure, mais enfin, c'est très peu vraisemblable. Restons froids dans la pensée. Mais par contre, je veux dire, une épidémie surgissant, ils ont trouvé le bon usage médiatico-politique. C'est de mettre au pas une population, comme on ne l'a jamais fait, dans le camp, comme c'est bizarre, le camp le plus touché par ces confinements, c'est comme par hasard le camp dit occidental, je préfère dire le camp atlantiste, c'est plus précis, puisqu'il y a eu des confinements au Japon. Le Japon, c'est pas spécialement l'Occident. C'en est un des piliers, par contre, de l'Alliance Atlantique. D'accord ? C'est la plus grande puissance militaire et économique en Asie, en dehors de la Chine, enfin dans le champ atlantique. Atlantiste, pardon, pas atlantique, justement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un bon concept, atlantiste. Je ne dis pas le cas américain. Ah, bien sûr, les États-Unis sont le navire amiral de l'escadre atlantiste. Mais enfin, hein, encore une fois, je l'ai dit souvent, on peut être, je ne sais pas moi, togolais, polonais, ou un polonais, il y a même de grandes chances qu'il soit atlantiste. Baltes, d'un pays balte, n'est-ce pas? On dit, ah ben, il faut les comprendre. Hein. Ils ont besoin de parapluie. Les Américains ont tellement souffert des Russes. Pardon? Dans les pays baltes, c'est les 300 000 juifs qui ont été livrés par les pays baltes quand ils n'étaient pas encore dans l'Union soviétique, quand ils étaient indépendants, livrés à la Gestapo. Et il y a 200 000 soviétiques qui sont tombés pendant la guerre pour libérer les pays baltes. Et en Lituanie, il y avait un monument aux morts soviétiques, qui a été abattu, et on a érigé la statue d'un ancien SS, qui lui n'y est pas allé que le dos de la cuillère en matière de déportation. Et après on vous dit, vous voulez comprendre, ils ont souffert. Oui, oui, il y en a d'autres qui ont souffert sous leur règne, aux nazis, qui ont retrouvé, n'est-ce pas, une audience et un pouvoir de l'Ukraine aux pays baltes. Oui, quand je parle de la Pologne, c'est ça le camp atlantiste. Bon, c'est pas mon sujet au premier plan. Là, c'est la crise. Celle des années 30, vous savez comment elle s'est résolue. C'est pas vraiment une solution, elle s'est résolue par 50 millions de morts par la Deuxième Guerre mondiale. Et quand elle a commencé, il ne faut jamais oublier que le New Deal, mis en place par Roosevelt, je vais vite, et qui avait commencé à produire des effets positifs, était encore loin d'avoir résorbé tous les bataillons du chômage. Vous voyez, c'est vraiment l'industrie de guerre et la mobilisation de l'industrie d'armement qui a purgé la crise. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, en Union soviétique, se mettaient en place les plans quinquennaux qui font qu'en quelques années, l'Union soviétique est passée d'une économie médiévale et rurale et arriérée, et sans temps, il n'y a pas si longtemps avant la révolution, le servage, à la deuxième puissance industrielle mondiale. Au même moment. Donc à l'époque, vous avez du mal à vous représenter ça. Parce que c'est tellement à l'inverse de ce qu'on vit maintenant. À l'époque, l'intelligentsia ouest-européenne
avait une attirance pour le marxisme. Et quand je dis que c'est l'inverse, et aux États-Unis aussi, c'est l'époque où, c'est pas, regardez les temps modernes de Chaplin, quand il ramasse son drapeau rouge là et qu'il devient, on le prend pour un leader parce qu'il veut rattraper le camion qui a perdu le drapeau rouge, qui signale une charge dans la benne, vous voyez. Rappelez-vous. Et rappelez-vous le réseau de Cambridge, pour ceux qui connaissent un peu, qui s'intéressent aux histoires d'espionnage. Je parle de l'histoire d'espionnage les plus spectaculaires de l'histoire. Je pense au réseau Philby. Renseignez-vous. Philby. Vous ne serez pas déçus. Hein, parce que là, c'est du sérieux, c'est pas du cinéma. Hein. Philby. Le groupe dit de Cambridge. C'était lui le principal. Il était... Oh, Philby, un honorable sujet de Sa Majesté, il était quand même responsable de l'Intelligence Service. Et chargé des relations entre l'Intelligence Service et la CIA. Eh bien, ce Philby-là était le principal agent soviétique en Occident. Vous voyez, il y avait tout le groupe de Cambridge qui, à la faveur de la désaffection du capitalisme due à la crise, à ce spectacle absurde, c'est un économiste de l'époque qui parle, en parlant des États-Unis, des foules crevant de faim devant des greniers trop pleins. On n'en est pas encore là. Mais j'ai appris qu'on est à 18 millions de chômeurs aux États-Unis. En 15 jours, maintenant. On n'a jamais vu ça à une telle vitesse. On est à 18 millions d'inscrits, n'est-ce pas? On demande, il n'y a pas de pôle emploi, n'est-ce pas? Aux agences de chômage américaines, c'est 18 millions. On est loin de la rentrée. Voilà, quand je dis que ça va, je suis un peu débordé par la vitesse où va l'actualité, vous comprenez? Alors, j'étais dans Nerval, j'étais dans Chrétien de Troyes, dans Perceval, parce que vous allez dire que je suis passé du coq à l'âne, là, d'un live à l'autre. J'ai le droit, hein, parce que c'est un peu informel, ces lives. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vais quand même faire comme si je passais du coq à l'âne, c'est-à-dire parler de Marx et non pas d'un poète. Je vais commencer, vous voyez, je crois qu'on vous a affiché des textes de Marx. Je vais prendre les dernières lignes du texte de Marx, le dernier paragraphe des deux textes de Marx que vous avez. Celui qui commence par le mouvement contradictoire de la société capitaliste. C'est un dernier alinéa. Voilà, je vais le lire, c'est très rapide, hein, mais je rappelle hein, quand même qu'il s'agit du dernier Marx, en gros, hein, enfin de la dernière période de Marx, donc puisque c'est extrait de la postface, n'est-ce pas, au Capital, à la deuxième édition du Capital, vous voyez. Donc, je vous lis cet alinéa, hein, sans autre pour l'instant. Alors, moi, je descends ici. Là, le mouvement contradictoire de la société capitaliste, vous voyez, c'est le dernier alinéa, hein, se fait sentir aux bourgeois pratiques de la façon la plus frappante, par les vicissitudes de l'industrie moderne à travers son cycle périodique, dont le point culminant est la crise générale. Bon sang, on dirait qu'il est aux écoutes, Marx. Non, parce qu'on passe son temps à vous dire, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Marx est dépassé, l'économie moderne, Marx, il ne pouvait pas connaître Internet. Oui, on vous dit tout ça. Il ne pouvait pas connaître le passage de l'économie industrielle, il connaissait que ça, Manchester, l'Angleterre, il ne connaît pas l'économie financière. Bon. Terminons ce paragraphe. Déjà, nous apercevons le retour de ces prodromes, ça veut dire de ces signes annonciateurs à la crise générale. Je vous ai dit, on n'est pas encore à la rentrée de septembre. Hein. Déjà, nous apercevons le retour de ces prodromes. Elle approche de nouveau. Ça veut dire que ce n'était pas la première fois. Je le dis pour ceux que ça intéresse, hein, que vérifier, ceci a été écrit en 67 à peu près,
Donc vous avez cherché dans les années 70, la crise que Marx annonce va éclater, ça va être une des plus graves du 19e siècle. Déjà, nous apercevons le retour de ces prodromes, elle approche de nouveau par l'universalité de son champ d'action, c'est-à-dire tous les secteurs sont atteints, pas, et l'intensité de ses effets, elle va faire entrer, là il est ironique, la dialectique dans la tête même aux tripoteurs qui ont poussé comme champignons dans le nouveau Saint-Empire prusso-allemand. Car à cette époque, la Prusse est en train de construire une unité allemande, mais elle n'a pas encore produit ce qu'on appelle maintenant l'Allemagne. Il n'y en a que pour quelques années. Hein. Avec le chancelier Bismarck. Donc, vous voyez, elle va faire entrer la dialectique. Là, il ironise sur quoi? Sur le fait que ça bouge. La dialectique, le mouvement, dans les choses qu'on croyait éternelles et intangibles, n'est-ce pas? On nous a bien dit, hein, lorsque le mur de Berlin est tombé. Hein, Fukuyama, l'économiste nippo-américain, là, qui disait c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de l'histoire, voilà. Il y avait une anomalie, c'était le monde soviétique, maintenant on est arrivé à la perfection, c'est les sociétés libérales. Ça n'a plus de raison que ça évolue quantitativement, oui, mais voilà. C'était avant les Twin Towers, déjà, dans l'exploitation, comme le coronavirus, dans l'exploitation politico-médiatique. Oui, je ne dis pas que c'est les Américains qui ont abattu les tours. Non, mais qui que ce soit qui les a battus, l'exploitation de l'attentat a permis de faire une invasion que l'ONU n'avait même pas approuvé de l'Irak, pour des armes de destruction massive dont tout le monde sait maintenant qu'elles n'existaient pas. Oui, c'est grave tout ce dont on parle. Là, je ne suis pas dans le complot, ça c'est avéré maintenant. Pas donc l'image célébrissime, n'est-ce pas, du secrétaire d'État à l'époque à la Défense, qui montrait la petite fiole à l'ONU pour montrer les dangers de Powell, Colin Powell, merci, qui se serait peut-être bien passé de faire ce mensonge, enfin c'est une autre histoire. Il était aux ordres pour montrer le danger, n'est-ce pas, des armes de Saddam Hussein. Maintenant, vous pouvez mettre le virus dedans, hein. On l'agite là. Pour vous terroriser, on va y revenir à la terreur, mais là j'anticipe, c'est quand on va voir les textes de Nietzsche et de Heidegger, l'importance de l'effet de sidération tactique du national-socialisme. Bon, je relis ce paragraphe. Le mouvement contradictoire de la société capitaliste fait sentir aux bourgeois deux choses définies sa dialectique, deux choses principales. On n'en a pas fini avec dialectique, mais il faut au moins retenir deux choses quand on dit dialectique. C'est la contradiction et le mouvement. Et je dirais même le mouvement à cause de la contradiction. Le mouvement contradictoire de la société capitaliste se fait sentir aux bourgeois pratiques de la façon la plus frappante par les vicissitudes de l'industrie moderne à travers son cycle périodique dont le point culminant est la crise générale. Déjà, nous apercevons le retour de ces protons. Vous voyez, je commence par ce paragraphe, par le dernier texte de ceux que je vous ai donné, parce que c'est peut-être le plus actuel. On dirait que c'est exactement le moment qu'on vit. Elle approche de nouveau, par l'universalité de son champ d'action et l'intensité de ses effets, elle va faire entrer la dialectique dans la tête même aux tripoteurs qui ont poussé comme champignons dans le nouveau Saint-Empire prusso-allemand. Voilà, dans l'OTAN, on dirait maintenant. Hein. Alors, je prends le paragraphe au-dessus pour expliquer pourquoi il parle de dialectique. Vous voyez? Et en même temps, c'est un paragraphe que je demande à ceux qui font l'effort de réfléchir à l'un des problèmes les plus difficiles de la philosophie théorique. Je parle du rapport Hegel-Marx, Marx-Hegel. Il m'est arrivé de dire que il y a quatre problématiques qui sont un écheveau de difficultés. Il y en a d'autres dans l'histoire de la philosophie, mais celle-là, c'est sans doute les plus difficiles. C'est le rapport d'Aristote à Platon, le rapport de Descartes à ses successeurs immédiats, Leibniz et Spinoza, le rapport de Hegel à Kant et le rapport de Marx à Hegel. Voilà, je vais vite. Hein. Or, s'il y a quelque chose, vous savez que
tantôt Marx critique Hegel, surtout le très jeune Marx. Jamais il n'est aussi négatif à l'égard de Hegel que lorsqu'il n'est pas encore Marx, lorsqu'il est encore feuerbachien, naturaliste, libertaire. Il a bien raison à cet âge-là. Il faut être passé par la révolte pour être un révolutionnaire, sinon c'est pas la peine. Mais il y a un long chemin qui mène de la révolte à la révolution. C'est Merleau-Ponty qui disait « Si le philosophe n'était qu'un révolté, il choquerait moins ». Car enfin chacun sait, je continue à citer Merleau-Ponty, c'est dans l'éloge de la philosophie, car chacun sait, à part soi, que le monde ne va pas comme il faut, quitte à l'oublier quand on vient aux affaires. Avec Socrate, sous-entendu Socrate est un vrai révolutionnaire, c'est plus sérieux. Donc, au fur et à mesure qu'il a avancé dans son parcours, Marx, il s'est rapproché de plus en plus du vieux, comme il disait familièrement, dans ses correspondances avec Engels. Et là, il met au point comme rarement, et dans le dernier état de sa pensée, je l'ai dit tout à l'heure, son rapport à Hegel. Donc, je lis ce passage pour deux choses, hein, pour éclaircir l'occurrence du terme dialectique dans le premier paragraphe que j'ai lu, et deuxièmement, pour reposer le problème du rapport Hegel-Marx, on ne va pas le régler aujourd'hui, mais le reposer sur une orientation un peu plus conforme, en tout cas, au texte que les bavardages qu'on entend d'habitude. J'ai critiqué le côté mystique de la dialectique hegélienne il y a près de 30 ans. Oui, j'ai eu la dent dure contre Hegel il y a 30 ans. À une époque où elle était encore à la mode. Bon politique, Marx. Il critique Hegel quand on se sert de Hegel dans les pouvoirs pour justifier les pouvoirs en place. Victor Cousin, qui a invité Hegel à Paris, qui a valu à Hegel de passer quelques jours à Paris, rue de Tournon, il habitait. Bref, je ris parce qu'il rêvait d'être présenté à une actrice. Paris, c'est Paris. Une actrice célèbre. Victor Cousin lui a dit « Faites attention à votre accent souabe ». Mais laissons là l'anecdote. Donc, Victor Cousin s'est servi de Hegel pour asseoir les pouvoirs de Guizot, enfin les pouvoirs les plus réactionnaires, parce que le réel est rationnel, et donc on va dire, ben oui, si le réel est rationnel, c'est une manière de justifier tout ce qui existe, à commencer par nous, le pouvoir. J'ai critiqué le côté mystique des hegéliennes il y a près de 30 ans, à une époque où elle était encore à la mode. Mais, bien que grâce à son quiproquo, retenez le mot, Hegel est un homme de quiproquo, c'est intéressant, ça veut dire qu'il faut faire attention quand on lit Hegel. Mais bien que grâce à son quiproquo, Hegel défigure la dialectique par le mysticisme, donc il ne renonce pas à dire qu'il y a du mysticisme dans la dialectique hegélienne, même 30 ans après. Ce n'en est pas moins lui qui en a le premier, et personne avant lui, c'est pas néo-kantien, hein, Marx, le premier qui en a exposé le mouvement d'ensemble, un développement total du concept de dialectique. Chez lui, alors là c'est très célèbre, elle marche sur la tête. Il suffit de la remettre sur ses pieds, sous-entendu pour être marxiste, hein, pour lui trouver la physionomie tout à fait raisonnable. Et là, il éclaircit encore ce qu'il vient de dire. Il suffit de la remettre sur ses pieds pour... sous son aspect mystique. La dialectique devint une mode en Allemagne. Et là, il éclaire le dernier paragraphe que j'ai commencé par lire. Parce qu'elle semblait glorifier les choses existantes. Rien ne bouge. La dialectique justifie qu'on ça reste comme c'est. Parce que ce qui est rationnel. Ça, c'est son aspect mystique. Sous son aspect rationnel, chez Hegel, c'est jamais bien tranché, voilà le quiproquo. Sous son aspect rationnel, elle est un scandale, la dialectique, et une abomination pour les classes dirigeantes et leurs idéologues doctrinaires. Althusser, Deleuze, je vais y revenir, c'est très précis là. C'est pas d'un revers de main que je parle de Deleuze là. Elle est un scandale, les classes dirigeantes et leurs idéologues doctrinaires, parce que dans la conception positive des choses existantes, elle inclut du même coup l'intelligence de leur négation. Il y avait le mot positif, on est à négation. Attention à ce texte.
Je répète, sous son aspect rationnel, elle est un scandale et une abomination pour les classes dirigeantes et leurs idéologues doctrinaires parce que, dans la conception positive des choses existantes, elle inclut du même coup l'intelligence de leur négation fatale. Quand on travaille bien la dialectique chez M. Hegel, on s'aperçoit que rien n'est fait pour durer dans ce domaine. Hein. Et surtout pas, n'est-ce pas, la Sainte Alliance qui régnait à l'époque pour terroriser toute velléité de revenir à des idées révolutionnaires. Donc, sous son aspect rationnel, elle est un scandale. Je saute, elle inclut du même coup l'intelligence de leur négation fatale, de leur destruction nécessaire, fatale nécessaire, parce que saisissant le mouvement même, donc vous comprenez pourquoi il disait à la fin, n'est-ce pas, dans le dernier paragraphe, que grâce à la crise, n'est-ce pas, tout va être remis en mouvement, et donc elle va faire entrer la crise, la dialectique dans la tête même au tripoteur, vous voyez, c'est plus clair. Donc, je reviens à l'avant-dernier paragraphe, elle inclut du même coup l'intelligence de leur négation fatale, de leur destruction nécessaire, parce que, des choses existantes, hein, parce que saisissant le mouvement même dont toute forme faite n'est qu'une configuration transitoire, ça c'est du Marx hegelien. Ce que Hegel appelle un moment, une poignée de porte qu'on est en train de tourner, vous voyez. Le haut à droite et le bas à gauche. Ou l'inverse, qu'on ferme ou qu'on ouvre. Le mouvement même dont toute forme faite n'est qu'une configuration transitoire, rien ne saurait lui imposer, qu'elle est essentiellement la dialectique, critique et révolutionnaire. Alors pourquoi je me suis un peu attardé là? Parce qu'on est quand même censé être en philosophie, même si on aborde beaucoup de sujets et beaucoup de matières, de la mesure où je peux en avoir les compétences, hein. C'est très inégal. Mais pourquoi? Parce que je reviens à ce qu'il appelle les classes dirigeantes et leurs idéologues doctrinaires. Je vous ai dit Althusser, Deleuze, j'en ai nommé que deux. J'aurais pu en nommer plein d'autres. Hein. Mais parce que Althusser, qui est le marxiste le plus illustre, sans doute dans l'intelligentsia des 40 dernières années, Althusser a tout fait pour découpler Marx de Hegel, c'est son droit après tout. Mais une des choses qu'il abandonne à Hegel et dont il dit que Marx n'a rien à faire, c'est la dialectique. Dixit Althusser. Il dit quelque chose qui inverse presque ce qu'on vient de lire, à savoir que Marx a peut-être été vaguement hegelien quand il était jeune, alors qu'on vient de voir que c'est l'inverse. Il n'a jamais été aussi hostile, il vient de le rappeler là. J'ai critiqué le côté mystique de hegelien il y a près de 30 ans, à l'époque où il était encore à la mode. Maintenant, ce que dit Hegel, la dialectique, ça dérange. Bien. Donc, Althusser, dire la dialectique, c'est ce qui restait de mystique, il faut s'en débarrasser. Et quant à Deleuze, lui, il parle de l'infâme dialectique, en général. Avoir recours à la logique dialectique, c'est avoir recours à quelque chose d'infâme. Par contre, on va voir Nietzsche tout à l'heure. Par contre, vous parlez de Nietzsche à Deleuze, là, il retrouve le sourire. Et vous allez voir à quel prix politique, hein, et le rapport avec la crise que nous vivons. Mais oui. Maintenant, on n'est pas encore là. Je reste encore dans le couple Deleuze-Althusser et je reviens un instant à Althusser. Donc, je vous l'ai dit, pour lui, la dialectique est quelque chose qu'il faut abandonner si on veut comprendre le vrai Marx, celui du Capital, alors qu'on vient de voir que sans doute jamais Marx n'a fait l'éloge de la dialectique d'une manière aussi univoque que dans les derniers écrits, ces derniers efforts pour écrire le Capital, puisqu'il s'agit de la postface à sa seconde édition. L'ouvrage est déjà entièrement achevé. Alors, comment on va retrouver un anti-égalisme forcené et chez Heidegger et chez Nietzsche, que je ne veux pas traiter, hein, je ferai allusion. Je vous disais que j'étais débordé par l'actualité tellement qu'elle va vite, et donc c'est pour ça que j'ai commencé par embrayer sur la crise dans laquelle nous sommes entrés et qui est encore loin d'être arrivé à l'acmé de ses effets, pour en finir avec le dernier paragraphe que j'ai lu en premier.
Ce n'est pas le seul, je ne suis pas débordé non plus au point comme je vous ai dit tout à l'heure, de passer du coq à l'âne. Je suis en liaison avec le dernier, live, si vous voulez qu'on parle globish, de la dernière fois, de dimanche dernier. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on est passé d'un monde à l'autre. On était dans Nerval, Chrétien de Troyes, les 3 taches de sang sur la neige, les roses et les lys, le blanc, le rouge, le signe de Mallarmé. On est bien loin de la crise. Eh bien, écoutez, revenons maintenant au début du premier de nos textes, c'est-à-dire le texte de Domenico Losurdo. Si vous regardez bien. Voilà ce texte. Pardon, que je le... Voilà. Ce texte qui a pour titre, c'est un long article, une brochure qui s'appelle Heidegger et la démission de la philosophie allemande. Sous-entendu, au moment du Troisième Reich, n'est-ce pas? Une des plus grandes traditions philosophiques et théoriques de l'histoire de l'Europe, la philosophie allemande a démissionné. On ne quitte pas tellement Marx. Marx était dans les racines philosophiques de la philosophie allemande, Hegel, n'est-ce pas, de ses propres recherches. Et or, là, vous voyez, je commence par ce texte où Nietzsche réfléchit sur les... Je ne suis pas au début, là, c'est pas le début, ça. Voilà, non. Alors, ça commence par « Parmi les intellectuels trop fins pour se salir les mains », avec le Troisième Reich, ça commence comme ça. C'est bien l'article de Domenico Losurdo. Ça, c'est Marx. Ouais, oui, là, c'est bon. C'était bon, Carl Schmitt, là. Parce qu'on va voir qu'il parle. D'accord. Ah ben, c'est pas grave, parce que je l'ai, moi, hein, par ailleurs. Mais s'il est en ligne, c'est bon, hein. Donc, je commence tout de suite par le paragraphe qui commence par « Parmi les intellectuels trop fins pour se salir les mains avec le Troisième Reich », donc tout le monde n'a pas été engagé d'une manière aussi frénétique aussi extrémiste, cherchez le mot, que Heidegger aux côtés du Troisième Reich, on va voir. Oui, vous savez qu'il y en a encore qui discutent pour savoir si Heidegger était nazi ou pas. Quand il y en a pour qui c'est même un scandale qu'on soupçonne qu'il soit nazi. Et alors que moi, je me situe, non pas au-delà, je ne me permettrai pas niant de ça, mais complètement à côté où on marche de ce débat en disant il ne s'agit pas de savoir s'il est nazi ou pas, c'est le plus nazi des philosophes. Des grands, il y a des seconds couteaux, vous les trouverez dans le texte de Losurdo, c'est pas des gens un peu oubliés que Hitler avait nommés dans les universités, je pense à Bäumler, à Crick, des gens comme ça. Non, mais il ne s'agit pas de ça, là, de Rottecker, bon. C'est celui qui va le plus loin. Mais pas du tout. Regardez, il a démissionné de son poste en 1934, il a démissionné de son poste de recteur à Fribourg, ce qui prouve bien à quel point il était en désaccord. Mais c'est le contraire, il a démissionné parce qu'il était trop extrémiste et qu'il trouvait qu'il y avait trop de compromis entre administrations, entre la politique que le parti imposait à l'université et qu'il ne pouvait pas parler aussi librement qu'il voulait. De quoi? Ben, nous allons voir, parce que s'il y en a qui doutent qu'il est nazi après tout ça, ben, ils n'ont qu'à venir se mesurer avec ces textes. Mais là, vous voyez, il ne parle pas tout de suite de Heidegger, il parle de plusieurs, bien sûr de Heidegger, mais aussi de Ernst Jünger, grand écrivain. Alors lui, il faut être juste,
et il a été favorable comme pratiquement un grand officier, hein, qui fait la guerre de 14. C'est la tradition du conservateur réactionnaire prussien, comme il y en avait plein dans la Wehrmacht, sauf que il y a souvent eu des tensions entre cette tradition conservatrice et les nazis, qui étaient une avant-garde moderniste pour ces gens-là, n'est-ce pas? Donc Ernst Jünger, avant de lire son passage, je vous recommande de mettre sur Google en recherche Jünger, J-U-N-G-E-R, J-U avec tréma, hein, sinon c'est Jung. Jünger, Céline, c'est tout. Vous mettez les deux là. Vous allez tomber sur un article où Jünger, qui est en mission à Paris, il est occupant, hein, il a été affecté à Paris en occupation à un service administratif quelconque, et voilà qu'il a une demande d'audience de la part d'un Français qu'il ne connaît pas, qui est Céline, et je ris, mais c'est épouvantable. Vraiment. Et il dit: «Mais qui c'est ce fou là?» Je veux dire, il voit un Français arriver, il dit: «Alors, qu'est-ce que vous foutez? Ils sont là, les Juifs, hein. Là, rue de Rivoli, il y en a plein encore dans leurs appartements, mais c'est à la baïonnette, enfin, qu'il faut les achever, enfin, vous vous rendez pas compte, leurs enfants seront le principal danger que vous aurez affronté.» Il dit: «Mais qui c'est ce fou? Lui, un officier de la Wehrmacht en mission, hein, sous le Troisième Reich.» Je dis ça pour ceux qui disent que Céline est le plus grand écrivain de tous les temps. Calmons-nous. On sort d'une drôle de période. Je dis bien on sort que grâce à la crise, c'est son seul aspect positif pour l'instant, mais on est en train de sortir de ce cauchemar des 40 dernières années. Alors, je lis le texte. Parmi les intellectuels trop fins pour se salir les mains avec le Troisième Reich, car il a carrément rompu avec les nazis dès la nuit de cristal, auquel Heidegger fait allusion, figurait peut-être Ernst Jünger, qui, même s'il avait contribué à son ascension au pouvoir, il parle toujours du Troisième Reich, n'avait jamais adhéré au nazisme. Toutefois, Jünger, lui aussi, longtemps encore après la fin de la guerre, reconnaît au nazisme le mérite d'avoir exprimé au début toute une série d'idées justes. Vous voyez, il a rompu, moi. Sociologiquement, il était assez proche. Hein. Mais on va voir ce qui reste juste. Regardez. Au point qu'il n'en a réellement pris ses distances qu'à partir de la nuit de cristal, c'est-à-dire de la fin de 1938. Durant la République de Weimar, se référant à la Première Guerre mondiale, Jünger en était arrivé à célébrer la volupté du sang et l'état d'âme ivre de rose et de sang. Bon sang, mais si c'est le cas de le dire, bon sang. Je vous avais dit qu'on n'était pas loin de Nerval. Vous vous rappelez le carnage, la vision de cauchemar de Nerval dans sa cellule, là, où on l'a mis parce qu'il délirait. Quand il voit dans la glace là, des cadavres de femmes de toutes les époques trucidées, le corps de la mère éternelle tranchée au sabre en morceaux, et où le rouge, c'est pas, fini par envahir l'écran, alors que dans le texte Mallarmé, tout était blanc, jusqu'à ce qu'on voit un texte où les deux essayent de trouver un compromis dans les broderies de rose sur fond blanc, n'est-ce pas, si vous vous rappelez bien. Vous voyez qu'une continuité. Mais écoutez, je n'invente rien. Hein. Durant la République de Weimar, se référant à la Première Guerre mondiale, je vous rappelle que la République de Weimar, je me sens toujours obligé de préciser, quand je vois à quel point on a allégé vos programmes, je m'adresse ici aux plus jeunes, ceux qui sont encore au lycée, que tout ce qui peut être compromettant pour les pouvoirs d'aujourd'hui est supprimé, n'est-ce pas? Alors, la République de Weimar, c'était le dernier gouvernement de l'Allemagne avant avant l'accession tout à fait démocratique du Troisième Reich, n'est-ce pas, au pouvoir, avant que Hitler devienne chancelier, 1933. Donc, durant la République de Weimar, se référant à la Première Guerre mondiale, Jünger en était arrivé à célébrer la volupté du sang et l'état d'âme ivre de rose et de sang dans lequel la jeunesse allemande et les volontaires avaient salué l'explosion du conflit. Ça vous semble monstrueux, hein? Et là, on est en train de parler de quelqu'un qui a rompu avec le nazisme, qui n'est pas un extrémiste comme Heidegger. Ah, mais Heidegger n'est pas nazi, puisque même M. Chapoutot vous le dit. Je vais y revenir.
beaucoup d'admiration pour Chapoutot, mais il y a aussi des points faibles. Donc, dans lequel la jeunesse allemande et les volontaires avaient sauvé l'explosion du conflit. Mais voici le bilan de la guerre et du massacre que trace Jünger après 1945. Alors là, attention, c'est Jünger qui s'est bien séparé des nazis, mais qui dit ceci. Les Grecs combattant les barbares. Il ne s'agit pas des Grecs se battant entre eux, là. Il ne s'agit pas de la guerre du Péloponnèse. Les Grecs combattant les barbares. Donc ce n'est pas Athènes contre Sparte. Ce n'est pas la guerre du Péloponnèse. Il s'agit bien sûr des guerres médiques. Les Mèdes, c'est les Perses à l'époque. Les barbares, c'est l'Asie. On va y revenir quand on va voir Heidegger. Je suis dans l'actualité, elle va nous dire l'ennemi, c'est l'Asiate. Vous entendez ça tous les jours. C'est la Chine qui nous a foutu dans le pétrin avec ce virus. D'ailleurs, c'est tout juste, elle n'a pas fabriqué ce virus. À Wuhan, dans un laboratoire. J'avais 8 ans que j'entendais déjà parler du péril jaune. Oui, on était en plein dans la guerre d'Indochine, vous me direz. J'entendais déjà parler du péril jaune, parce que la Chine venait de basculer dans le communisme avec ce que vous voulez. Du coup, le péril jaune. Peut-être, allez savoir. Peut-être que c'est un péril. Mais c'est une hypothèse. Mais ce qui n'est pas une hypothèse, c'est le péril blanc. C'est le péril blanc. Parce que la guerre de l'opium que leur a imposé les Anglais, qui ont forcé les Chinois à prendre de l'opium parce qu'ils en avaient le monopole, les Anglais. Mais oui, la guerre des bourgs, le sac du palais impérial à Pékin. Renseignez-vous comment les Occidentaux se sont vautrés d'une manière obscène dans le sein des saints de la tradition chinoise. Je ne parle même pas de la guerre de Corée, 3 millions de morts, bagatelle, après tout, c'est des jaunes. Ça fera toujours ça en moins, 3 millions de morts à la guerre du Vietnam, 17 millions de morts faits par les fascistes japonais alliés aux Allemands en Chine. Donc je ne sais pas si peut-être que le péril jaune est une hypothèse qui peut se soutenir. Mais ce qui n'est pas une hypothèse et qu'une réalité, c'est le péril blanc. En Chine et en Asie. Et je ne parle pas de l'Afghanistan, qui n'arrête pas d'être ensanglanté depuis avant même que vous soyez né, pour la plupart de ceux qui m'écoutent. Bon, alors, les Grecs combattant contre les barbares, c'est-à-dire les Perses, donc les Asiates, et les chrétiens contre les païens, les croisades, suivirent des normes plus cruelles. Ah, attendez. Ça veut dire quand les Grecs se battaient entre eux, c'était chevaleresque et courtois, n'est-ce pas encore? Les chrétiens entre eux, il est bien connu que la guerre de 100 ans, ça devait être courtois. Oui. Faut vraiment pas voir les choses de près. Mais, sous-entendu, c'est auprès des barbares qu'on a appris la cruauté, vous voyez? Vous sentez venir Stalingrad. Les Grecs combattant contre les barbares et les chrétiens contre les païens suivirent des normes plus cruelles. Au cours de la dernière guerre, les Allemands menèrent un type différent de campagne sur le front oriental. Nous y voilà, le plus grand choc humain de tous les temps. L'affrontement des Slaves et des Germains, diraient ces gens-là, pas l'affrontement de l'armée rouge et du Troisième Reich, de l'Union soviétique Troisième Reich, qui est le plus acharné, le plus sanglant en morts civiles, militaires, en matériel, en nombre de villes détruites, tout ça en Union soviétique, bien sûr. Donc, au début, à la fin, l'Allemagne a dégusté. Et oui, mais à cette occasion, les Allemands ont rencontré des barbares. Le Popov, c'est un barbare, n'est-ce pas? Les Grecs combattant contre les barbares et les chrétiens contre les païens suivirent des normes plus cruelles. Au cours de la dernière guerre, les Allemands menèrent un type différent de campagne sur le front oriental et sur le front occidental, et pas seulement à cause de la différence des territoires. Vous voyez, Losurdo a un génie de sourcier. Il sait les textes par lesquels on peut coincer et prendre date par rapport à ceux qui disent une chose, qui disent le contraire quelques années après, quand ça devient compromettant, n'est-ce pas? Il suit à la trace et il prend date. Je saute quelques lignes et il dit ceci. Donc, Jünger semble critiquer Hitler surtout parce que, je cite,
Dans les derniers mois de guerre, il aurait voulu notifier aux puissances occidentales la dénonciation de la Convention de Genève. Cela aurait comporté l'extension au front occidental de la conduite de guerre adoptée sur le front oriental. Bon, on peut faire Oradour-sur-Glane en France, une barbarie, parce qu'on a appris la barbarie chez les Popov. Mais quelle est alors la cause de cette barbarisation de la guerre qui se profilait également à l'Ouest? Bien plus que le nazisme, Jünger met en accusation la tradition politique révolutionnaire. Tenez-vous bien, pas seulement les communistes soviétiques, mais la révolution qui vient de la prise de la Bastille. C'est de votre faute à vous d'être républicain. Vous croyez que j'invente? Mais lisez la suite. Et surtout à effacer la différence entre ceux qui sont armés et ceux qui ne le sont pas. Trois grands moments nous ont conduits au point où nous sommes. La Réforme, ça c'est Luther, la Révolution française de 89 et la Révolution russe de 17 qui dure encore. Quand Jünger écrit ces lignes, bien sûr, n'est-ce pas? Voilà. Ce dernier thème est développé par Carl Schmitt. Je ne m'attarderai pas sur Carl Schmitt, qui est le plus nazi des grands juristes, n'est-ce pas? Et qui avait une relation très, très suivie avec Heidegger. Bon, alors vous voyez, je saute à la fin, après le mot Occident, là, vous voyez, après les guillemets, enfin à la fin, un paragraphe après, en fin de ligne. Heidegger, Jünger, Schmitt, ces trois grands intellectuels, vous voyez la démission de la philosophie allemande, hein. Ces trois grands intellectuels, car ce n'est pas des idiots, ni des incultes, du XXe siècle allemand, si différents, ont entre eux un trait commun. Ils ont considéré avec sympathie, du moins au début pour Jünger, hein, l'écroulement de la République de Weimar et l'avènement du nazisme. Autour de 1933, ils ont participé à la furieuse polémique propre à ces années-là, menée contre la démocratie, le socialisme et la tradition politique révolutionnaire. Ça fait 30 ans que nous baignons dans un enseignement contre-révolutionnaire, depuis le bicentenaire de la Révolution française, en 89. 1989. Officier par Mitterrand, n'est-ce pas? Ou Mitterrand a fait officier, si vous voulez, Jacques Lang et j'en passe. Pas. Il n'a plus été question que des crimes de la Révolution française. C'est quand même pas banal, hein? Vous voyez, ça vient de loin, tout ça, ça vient de loin. C'est dans ce contexte qu'il faut situer l'historiographie révisionniste de nos jours. Vous voyez, Losurdo. Ce n'est pas par hasard si précisément un disciple de Heidegger, ça c'est aujourd'hui, hein, l'historien allemand Ernst Nolte, plus ouvertement que tous les autres, met génocide et holocauste sur le compte de la barbarie asiatique, c'est-à-dire soviétique, imitée par Hitler, considérant la révolution d'octobre. Arrivé à ce point, tout est clair. L'Occident peut retrouver et reconquérir sa bonne conscience. Vers la fin de la Première Guerre mondiale, un thème avait fait son apparition qui a connu une fortune énorme. Le déclin de l'Occident, c'est le titre d'un célèbre ouvrage du fascisant Spengler. Mais le déclin de l'Occident, et c'est la conclusion de Losurdo, bascule maintenant en sa transfiguration finale et aveuglante. Vous voyez, je ne suis pas en train de faire de l'histoire de la pensée. Je le fais objectivement, puisque je rappelle des textes qui sont des années 30, 40, 45. Mais je ne suis pas dans le genre histoire de la pensée, j'en parle parce que c'est actuel. C'est quand même très inquiétant. On retrouve les mêmes conditions économiques, la plus grave crise que le capital ait subie, c'est les années 30. Et je vous dis qu'on est au bord de la dépasser. D'après les spécialistes, c'est pas moi. Suivez bien. Est-ce qu'on va dépasser les 24,7% de chômeurs aux États-Unis? Je ne parle pas du nombre de chômeurs qui se multiplient en France. On va voir en septembre combien ça fera, hein. Les mêmes conditions économiques, les mêmes discours, les mêmes ennemis. La Russie, la Chine. L'ennemi, c'est l'Asiate. Alors là, je passe à une autre série de textes, mais que vous n'avez pas, donc c'est pour les survoler, hein, c'est pour ça, pour ne pas prendre trop de temps. Mais je vais tout de même vous donner quelques échantillons de la prose de Heidegger
Zut, j'ai perdu mon marque-page. Ah ben voilà. Donc, vous ne l'avez pas, hein, donc c'est pour ça que je prends le livre. Alors, excusez-moi un instant, voilà. Donc j'en suis là. Voilà. Alors, je m'attarde pas, je lis en survolant, mais pour illustrer le thème, l'ennemi, c'est l'Asiate, n'est-ce pas? Donc, thème très actuel. Quant à l'ennemi en général, parce qu'on parle des théories de la guerre, hein, ça c'est la spécialité de Carl Schmitt, le juriste, n'est-ce pas? Quant à l'ennemi, Heidegger le désigne maintes fois comme l'asiatique. Dans le langage national-socialiste de l'époque, il fait ouvertement sien ici, ce terme désigne sans équivoque d'abord les juifs, mais pas seulement, vous savez. Alors ça c'est moi qui le précise, mais je peux vous garantir dans la tête d'un Allemand bon teint, surtout de l'époque, je veux dire, l'Asie, elle commence à la Vistule, c'est-à-dire à la frontière avec la Pologne. Les Slaves, c'est déjà des sous-hommes. C'était dans la théorie officielle d'Hitler, je sais pas. C'est déjà, comme on dit maintenant, l'Eurasie. L'Eurasie qui fait trembler l'Amérique, n'est-ce pas? La puissance économique chinoise alliée à la puissance militaire russe, c'est le seul truc qui peut équilibrer le cauchemar qu'on nous impose. Des guerres sans fin qui ensanglantent le monde de l'Afghanistan à l'Amérique du Sud, en passant par tout ce que vous savez, hélas, Yémen et j'en passe. Donc, quant à l'ennemi, Heidegger le désigne maintes fois comme l'asiatique. Dans le langage national-socialiste de l'époque, il fait ouvertement sien ici, le terme désigne sans équivoque avant tout les juifs, ensuite les bolcheviks, les Russes, hein, les soviétiques, c'est-à-dire les Russes communistes, dans le régime communiste. J'insiste, je ne commande pas le texte là, mais j'insiste pour faire des rappels. Vous devez être paumé dans votre tête, parce que non, mais les communistes, c'est une chose, mais le nazisme, c'est avant tout l'antisémitisme. Non, 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 non. Oui, ben oui, mais ne séparez pas l'anticommunisme d'Hitler et son antisémitisme. Je ne dirais pas que germano-soviétique. Toute la propagande de l'époque, mais lisez-la, ne me croyez pas sur parole, c'est des choses trop graves pour se fier à une seule voix. Consultez sur document toute la presse de l'époque. Vous avez des traductions, vous avez des études, mais prenez les originaux, enfin les originaux, pas en langue allemande, c'est pour ceux qui ne lisent pas l'allemand, mais les textes, les articles, et vous verrez, dans les livres d'histoire, les cités avec les sources, et vous verrez que l'ennemi est constamment désigné sous la formule le judéo-bolchevique. C'est vous, enfin c'est soumis à la propagande des 40 dernières années qui opposait, n'est-ce pas, l'antisémitisme à l'anticommunisme. Distinguer, il faut, hein, mais opposer, non. Certainement pas pour les nazis, pour qui c'est le même combat. C'est bien ce juif de Jésus qui nous a apporté le christianisme. Vous savez, celui qui dit quand on te frappe sur une joue, tu tends l'autre, c'est pas nazi, ça. C'est ça qui nous a affaiblis, nous, les races d'élite. Il y a des milliers de pages, il y a des guerres là-dessus, sur l'allemand. Bref, chez Nietzsche aussi, n'est-ce pas? Nietzsche pardonnera jamais à Wagner d'être passé de Siegfried à Perceval, à Parsifal, du héros païen qui, avec son épée, tranche tous les problèmes, n'est-ce pas, et qui tape la belle bête blonde, à l'idiot Perceval, n'est-ce pas, qui est dans le sentiment le plus profond et la compassion. Et ce sera sur ce testament que se clôt l'œuvre de Wagner. Je signale à ceux que ça intéresse, ceux qui s'y connaissent un peu en littérature, que dans un des premiers grands romans de Julien Gracq, Au château d'Argol, dans la préface, Julien Gracq, pour expliquer que son roman suit un peu la trame de la quête du Graal, fait allusion au Parsifal de Wagner en disant « L'œuvre de Wagner se clôt sur un testament que Nietzsche a eu le grand tort de jeter un peu légèrement en pâture aux chrétiens, prenant ainsi la grave responsabilité d'égarer les critiques vers un ordre de grandeur visiblement trop superficielle. » Voilà, je refais ma parenthèse. Bon.
L'ennemi, c'est le judéo-bolchevique. Vous voyez donc l'asiate, ne croyez pas qu'on passe tout le temps d'une chose à l'autre. C'est la même chose, c'est pas dans la mienne, mais dans le délire nazi. Bon, continuons. Il peut finir par désigner tous les ennemis potentiels de l'Allemagne en tant qu'ils sont censés être sous la coupe de ce que Heidegger, dans sa lettre au conseiller Schwörer, en 1934, appelait l'enjuivement au sens large. Mais ce n'est pas un antisémite, Heidegger, ce n'est pas un nazi. Il y en a qui continuent à dire ça. Et là, on le cite, n'est-ce pas? L'enjuivement au sens large. Or, le terme se trouve chez Heidegger dès le cours de 33-34, son cours à l'université, où il parle de puissance qui se déchaîne comme quelque chose d'effréné, de sans frein, d'envoûtant et de sauvage et de furieux, d'asiatique. Donc, il reprend ce qu'on voyait sous la plume de Jünger tout à l'heure. Les plus barbares de tous les temps osent faire croire que la barbarie leur a été inculquée par les Popov, n'est-ce pas? Alors que la guerre avec les Russes n'a pas encore commencé, on est en 1933. On est loin du pacte germano-soviétique qui est en 1939. Il y en a qui auraient voulu que les soviétiques aient encore plus de morts. 30 millions, c'est pas assez. Que Staline ne signe pas ce pacte et qu'il tombe dans le piège, n'est-ce pas, que les Panzerdivisionen se seraient précipités d'abord sur l'Union soviétique avant de venir envahir la Belgique et la France et avant de déclarer la guerre à l'Angleterre. Quand on voit déjà le nombre de morts qu'ils ont eu, ayant eu le temps un peu de se préparer, vous vous rendez compte ce que ça aurait été si les forces nazies étaient rentrées en Union soviétique avant le pacte, pas dans les années 30. Et en plus, les soviétiques, on a tous les télégrammes, ne me croyez pas, vérifiez. Envoyer télégramme sur télégramme diplomatique à la France et à l'Angleterre pour dire il faut qu'on déclare la guerre à Hitler pendant qu'il est encore temps. Il ne va pas s'arrêter après la Tchécoslovaquie et tout. Et la France répondait, comme l'Angleterre, nous on veut bien, mais les Polonais ne veulent pas vous laisser passer par leur territoire. Comme ce sont nos alliés, vous comprenez. Et c'est quand il a vu l'attitude dilatoire des Occidentaux à l'époque, je ne m'égare pas, le numéro 2 du gouvernement polonais, sous le gouvernement du colonel Beck, qui est celui qui dirigeait la Pologne juste avant l'entrée en guerre, l'invasion allemande, fait une dernière entrevue avec Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères d'Hitler. On est à la veille de la guerre. Et il dit à Ribbentrop, parce qu'ils ont un litige sur le port de Gdansk, Danzig, à l'époque le couloir de Danzig, le Polonais, le second du régime, dit à Ribbentrop, bon, nous avons des désaccords sur Danzig, mais nous sommes entre gens civilisés, c'est pas comme avec les Soviétiques. Le gouvernement, pas les Polonais ils ont souffert, le peuple, le gouvernement polonais, en 1939, à quelques semaines de l'entrée en guerre d'Hitler sur le territoire polonais, il n'y a pas de quoi rire, c'est un rire nerveux. C'est le plus grand nombre de morts par habitant. Dans l'absolu, c'est soviétique, en termes relatifs, c'est les Polonais. Eh ben non, et comme dans l'âme, Heidegger parle de puissance qui se déchaîne comme quelque chose d'effréné, de sans frein, d'envoûtant, de sauvage, de furieux, d'asiatique. Et comme dans l'âme nordique de Ludwig Klaus, un roman d'un nazi de l'époque, il ramène les puissances opposées dans ce combat à ce que Nietzsche désigne, Heidegger cite en Nietzsche, comme l'apollinien et le dionysiaque. Nous sommes apolliniens, les Allemands. On retrouve ensuite à maintes reprises l'identification heideggerienne à l'ennemi asiatique. Dans la conférence du 30 novembre 1934, je survole, où il parle de la grande décision de la Terre contre l'asiatique. Dans le cours sur la Germanie de Hölderlin, c'est un poème de Hölderlin qui s'appelle Germanie, où nous l'avons vu faire d'Héraclite le nom d'une puissance originelle du Dasein historique occidental germanique. Ne me donne pas d'explication, c'est très clair, hein. Mais Dasein veut dire l'existence, mais c'est le délire. C'est intéressant de voir que des notions apparemment qui font tout le prestige philosophique de Heidegger, l'être, l'essence, les temps, le Dasein, l'être pour la mort, l'être pour autre, quand on sait les décoder, désignent des réalités politiques sordides. On aura l'occasion d'y revenir.
De même dans Nietzsche, je fais une parenthèse ici. Vous voyez, je prends deux philosophes les plus prisés de l'école philosophique française, de Sartre à Derrida. J'y peux rien. Je ne mets pas dans le même panier Sartre et Derrida. Mais enfin, je veux dire, ils sont tous dans l'ombre de Heidegger dès le début de la guerre froide. C'est quand même curieux. Hein. Je suis en train de faire allusion à quoi? On ne peut pas accuser Nietzsche d'être antisémite. Il a plein de côtés nazis, le côté eugéniste, le côté qu'il est à fond pour l'esclavage. Alors il y en a qui vous disent que c'est des métaphores. Il faut vraiment lire les textes. Le dressage, terme qui reprend souvent Heidegger de Schützung, Schutz, l'esclavage. Enfin bref, il y a plein de thèmes nazis, mais pas l'antisémitisme, au contraire. Il dit même dans Par-delà le bien et le mal qu'il faudrait croiser les purs sangs prussiens avec les juments juifs, ça régénérerait le sang prussien décadent et trop christianisé. Et puis il fait l'éloge de Mendelssohn, le seul grand compositeur de l'époque romantique juif, en disant que c'est le seul qui sait vraiment écrire de la belle musique. Il appelle le maître alcyonien. Alcyon, c'est le vent du sud, alors, tout le contraire d'un antisémite. Oui, ça c'est après sa rupture avec Wagner. Je ne vais pas m'attarder. Si on se reporte à l'époque 1872, où il est encore très ami avec le couple Wagner, où il n'attend qu'une chose, il expédie ses cours, il les fait très bien, de linguistique, de philologie, comme on disait, à Bâle. Il attend le week-end pour prendre le train. Il est invité à sa grande joie par les Wagner qui fréquentent. Wagner a 30 ans plus que lui. Et n'oubliez pas que c'est à Wagner qu'est dédicacée la première grande parution de Nietzsche, la naissance de la tragédie. Mais justement, Nietzsche, en 72, écrit une lettre à Cosima, à Madame Wagner, une lettre sur la tragédie, dans laquelle il dépeint tout l'état de décadence dans lequel est l'Allemagne. Bon, c'est des thèmes que chacun connaît. On s'est ramolli, on s'est christianisé, on s'est... bref. Et on s'est urbanisé, on s'est démocratisé. Il n'y a pas encore le thème de bolchevique à l'époque. Et il dit à la fin de la lettre, tout ça est la faute à la presse juive. Je cite, Jude Pressen. Pas de Zeitung, presse, il dit bien, radical latin. Vous ne trouverez pas ce texte, ou alors il faut le chercher. Là encore, Losurdo a eu un génie de sorcier, n'est-ce pas? Car les traducteurs de Nietzsche aujourd'hui, qui veulent absolument le faire passer pour quelqu'un tout juste, il n'est pas à gauche, ont caviardé la fin du texte et ont remplacé la presse juive par la presse. Tenez-vous, vous allez sursauter. Je ne perds pas mon fil. J'étais en train de dire comment il faut décoder les termes apparemment abstraits et philosophiques, comme c'est le cas chez Heidegger, l'être, l'état. C'était ça mon fil. La presse juive est remplacée par la presse socratique. Maintenant, vous comprenez ce que veut dire l'antiplatonisme de Nietzsche. Ça n'a jamais d'ailleurs été, parce qu'il était cultivé, Nietzsche savait bien qu'il avait l'admiration en tant qu'artiste pour le génie de Platon, le génie d'écrivain en tout cas. Seulement, il dit dommage qu'il ait été gâté par ce journaliste de Socrate. N'est-ce pas? Ce Socrate, l'homme du peuple, le lait, il n'est pas beau en plus. Il le dit, hein, il avait les lèvres épaisses, il avait des yeux qui sortaient de la tête. Bref, le juif. La presse socratique remplacée par la presse juive. Il faut savoir décoder. Là, je ne suis pas dans le complot, je suis dans le fait, dans le flagrant délit de falsification. Et ça, c'est cette complicité avec les pires pensées. Je ne dis pas les pires penseurs. Nietzsche est moins crapuleux que Heidegger. Nietzsche est un grand nigaud. Et je suis sûr qu'il aurait décroché bien plus rapidement encore que Jünger de l'ignominie nazie. Mais j'en veux à l'école philosophique française qui s'est enrôlée dans la guerre froide, tellement anti-bolchevique que s'est jeté dans les bras de Nietzsche, n'est-ce pas, contre ceux de Marx et de Hegel, qui n'ont jamais demandé d'ailleurs ce qu'on vient dans leurs bras. Voilà. Oui, donc, 3 grands moments nous ont conduits au point où nous en sommes, la Réforme, la Révolution française de 89
Voilà la parenté entre Nietzsche, Heidegger et Schmitt. Je reprends le texte où j'en étais sur l'Asiate. Dans le cours sur la Germanie, poème de Hölderlin, où nous l'avons vu faire d'Héraclite le nom d'une puissance originelle du Dasein historique occidental germanique, ça veut dire qu'Heidegger serait à la première manifestation d'une germanité, c'est du délire. Héraclite est un Germain. Vous savez, les Grecs de l'Antiquité, on a vu ça quand on a travaillé Chapoutot, mais je le dis à ceux qui n'étaient pas là, n'est-ce pas? Chapoutot, l'historien contemporain, qui est de loin le meilleur connaisseur des archives de l'époque et de l'idéologie de l'époque. Chapoutot montre très bien comment une histoire délirante s'était mise en place, où les Grecs étaient les Allemands qui étaient allés un peu au sud, n'est-ce pas? Et qui avait créé cette race d'élite qui ensuite avait été gâtée, pourrie par le surgissement du christianisme venu de la barbarie juive là-bas. Bon, bref, on retrouve ensuite donc dans Héraclite, le nom d'une puissance originelle du Dasein historique occidental germanique dans sa confrontation première avec l'asiatique. Donc il s'identifie un peu, n'est-ce pas? Moi, il a tout fait pour être vraiment le conseiller philosophique d'Hitler. Hein. Il a écrit, il a envoyé des télégrammes à Hitler, on les a, hein, les télégrammes de Heidegger. Il aurait voulu être pour Hitler ce que Aristote était pour Alexandre. Vous savez qu'Aristote était le précepteur d'Alexandre. Dans la conférence prononcée à Rome le 8 avril 1936 et intitulée « L'Europe et la philosophie allemande », dès les premières lignes, Heidegger avance que le salut de l'Europe dépend de la préservation des peuples européens contre l'asiatique. Bon, je m'arrête là. Je les ai multipliés. Pourquoi vous croyez que c'est un accident isolé, que je fais des amalgames? C'est obsessionnel. Le danger pour les peuples d'Europe, c'est un péril asiatique. On revient aujourd'hui. Et d'autant plus urgent de noircir, n'est-ce pas, l'image. Peut-être que je serais opposant si j'étais en Chine, allez savoir, je ne suis pas en train de faire l'apologie du régime chinois. Je suis en train de montrer ce qu'il y a de monstrueux dans une manière de le dénoncer. On peut très bien dénoncer quelque chose à partir de points de vue non seulement différents, mais opposés. J'ai toujours l'exemple que je prends. Je rencontre quelqu'un dans un café et il me dit « on se découvre tous les deux anti-gaullistes ». Je dis « c'est bien, moi aussi ». Je lui dis « moi j'ai voté contre De Gaulle toute l'époque où il était au pouvoir, contre sa politique sociale, etc. » Et il me dit « vous êtes anti-gaulliste, moi aussi ». « Ah oui, oui, parce que ce salaud, il a vendu l'Algérie aux Arabes ». Oui, on peut être contre De Gaulle pour des raisons pas seulement différentes, mais opposées. On peut être contre la politique sociale de De Gaulle, mais avoir du respect pour l'homme qui a sauvé l'honneur pendant la résistance. Quand même, pas. Et qui a maintenu l'indépendance. C'est les derniers moments où la France avait encore une politique étrangère indépendante, non pas alignée, comme aujourd'hui. Vous savez que pendant que nous sommes en confinement, là, il y a 14 centrales nucléaires françaises qui viennent d'être fermées dans notre dos. Pas de même que l'EDF est passé de 64% pendant le confinement, au début du confinement, de participation publique, donc de vous et de moi, à 34%, diminué de moitié. Il tombe bien ce virus, avouez, vous voyez que je ne parle pas en l'air. De même, la centrale nucléaire, ça c'est hier, c'était privatisé. Ce que le monde entier nous enviait, c'est qu'on a à la France une indépendance énergétique et le kilowatt le moins cher d'Europe occidentale, en dehors de la Norvège qui a des barrages hydroélectriques de tous les côtés. J'ai surtout parlé de l'hostilité de Heidegger donc à l'asiate. Je vais quand même en finir avec Heidegger, je voudrais bien passer à Marx, mais avec un texte où l'ennemi, c'est plus inquiétant, c'est vous et moi, c'est-à-dire l'ennemi intérieur. Hein. Je ne vais pas vous faire perdre de temps, mais enfin, vous vous en doutez, puisque l'ennemi, c'est le bolchevisme, et qu'à l'époque, n'est-ce pas, où les nazis arrivent au pouvoir, il y avait juste avant leur arrivée au pouvoir, il y avait des affrontements avec le parti communiste allemand, les spartakistes. Il y avait des affrontements quasi quotidiens dans la rue, jusqu'à ce qu'en pleine République de Weimar, n'est-ce pas,
un flic social-démocrate qui a dit « je serai le chien sanglant », le Bluthund, son nom va me revenir, assassiné dans les rues de Berlin, n'est-ce pas, les dirigeants du parti spartakiste, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Ils ont eu chaud, quoi. Il y avait quand même encore à l'époque, dans les années 20, un peu avant les années 30, encore une force qui aurait pu contrecarrer, n'est-ce pas, la résistible ascension d'Hitler, pour reprendre un beau titre de Bertolt Brecht. Or, ce danger intérieur qu'on va retrouver, suivez bien mon raisonnement, qu'on va retrouver au début de la guerre froide. Là, je saute, je passe en 1945, il n'y a plus de Reich, de Troisième Reich. Il n'est plus qu'en ruine. Mais par contre, l'Occident qui devrait commencer à faire ce qui aurait été magnifique, une grande entreprise d'éducation dans le monde entier, pour dire plus jamais ça, plus jamais ces idées qui ont mené, parce qu'elles viennent de loin, Nietzsche, c'est quand même bien, Heidegger, Nietzsche, et lisez La destruction de la raison de Lukács, ça remonte au romantisme allemand, et attention, je veux dire à Schelling, bon, bref. Il en a fallu du chemin pour en arriver au Troisième Reich, au niveau idéologique. Mais au moment du début de la guerre froide, alors qu'on aurait dû faire ce programme de lutter pour que plus jamais la peste brune n'envahisse le décor, on a bien mis une force en place, mais contre la peste rouge, et ça a été le début de la guerre froide. Je dois à ce scandale le fait, n'est-ce pas, de m'être un peu détourné de la musique. J'aurais préféré finir pianiste de concert, ne rêvons pas, et je me suis tourné vers la philosophie. Malheureusement, en tout cas, c'est à cause d'un scandale, n'est-ce pas, d'une forfaiture dont nous ne sommes toujours pas remis. Alors, ici, pour vous montrer à quel point c'est actuel, l'ennemi intérieur, je vous connecte avec une nouvelle que j'ai apprise cet après-midi. Vous voyez? Alors, je vais ouvrir ceci. Voilà. C'est une amie que certains d'entre vous connaissent bien parce qu'elle fait partie de nos adhérents, Élise, qui est enseignante, a fait ses télécours, est professeure de lettres en région parisienne, et qui nous dit « Au secours, lisez ça, voilà la directive qu'on vient de recevoir ». Donc les professeurs reçoivent la directive de leur ministère. Coronavirus qui risque de repli communautariste. C'est l'après-midi. On parlait de l'ennemi intérieur sur le Troisième Reich. Aujourd'hui, la violence de la pandémie, quand je vous dis qu'il est bien géré ce virus, causé par un nouveau virus, nous confronte à l'incertitude sur de multiples plans. En matière médicale, sociale, économique, culturelle. Fin de la parenthèse. La crise du Covid-19 peut être utilisée par certains, je ne vous le fais pas dire, pour démontrer l'incapacité des États, on y arrive. Comment aurions-nous critiqué l'État macronien, sinon à être complotiste? L'incapacité des États à protéger la population et tenter de déstabiliser les individus fragilisés. Et vous voyez, il commence à avoir la trouille quand même. Pour envoyer une directive comme ça, c'est pas banal. Moi, j'ai 75 ans passés, j'ai jamais vu ça en France. Qu'on demande aux profs, pas, de faire ce flicage, on va voir après. Ça veut dire qu'ils savent très bien que des millions de Français ont vu sur l'écran de télévision des avions russes débarquer en Italie, des tonnes de masques arriver en Chine, il y a des semaines et des semaines, pas des Vietnamiens en voyant des choses, des Boliviens qui, malgré la situation, ils étaient au bord de l'abîme il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas, qui ont envoyé des hommes, les Cubains qui ont envoyé des médecins en Italie. L'Europe n'a pas bougé. Enfin, l'Europe, la petite Europe de Bruxelles. Ils savent bien que, comme dit un magnifique proverbe ivoirien de Côte d'Ivoire, on ne peut pas cacher le soleil avec son doigt. Qu'ils ont de plus en plus de mal à faire avaler certaines choses.
Seulement si vous critiquez l'exécutif en disant qu'il ne s'occupe pas vraiment de notre santé, mais qu'il prépare autre chose, eh bien vous êtes dans le complot. Alors on dit aux profs, attention, hein, la crise du Covid-19 peut être utilisée par certains pour démontrer l'incapacité des États à protéger la population et tenter de déstabiliser les individus fragilisés. Le danger qui menace la France actuellement, ce n'est pas la crise qui est en train de s'abattre sur nous, qui a commencé outre-Atlantique. Non, je parle de la crise économique et sociale. Non, le danger, ça vient des cités, des communautés, là, des banlieues. Divers groupes radicaux exploitent cette situation dramatique dans le but de rallier à leur cause de nouveaux membres. Moi, je suis d'accord. Hein. Divers groupes radicaux exploitent cette situation dramatique dans le but de. Jusque-là, je suis d'accord. Sauf que les groupes radicaux, pour moi, c'est ils sont dans notre exécutif. Hein. Exploitent cette situation dramatique dans le but de rallier à leur cause de nouveaux membres. Donc, c'est qu'ils ont peur que ça fasse tache d'huile, hein, et de troubler l'ordre public. Vous savez, l'ordre public, c'est quand ceux qui défendaient l'hôpital, avant le virus, quand ils manifestaient parce que l'hôpital était l'objet d'une casse sans précédent, étaient gazés. Enfin, moi, j'aime pas les hyperboles, c'est pas les gaz, c'est pas du gaz moutarde, hein, c'est pas, enfin, c'est pas, quand on leur donnait de lacrymogène comment ça s'appelle, à bout portant. Ça peut être très dangereux. Ces contre-projets de société. Alors, oui, attendez, leur projet politique peut être antidémocratique et anti-républicain. Où on découvre que la démocratie et la République sont du côté de ceux qui font tout pour la détruire. Tous nos acquis de 45, n'est-ce pas? De 46 et de 47 surtout. Je pense à Ambroise Croizat. Et sont en train d'être. Depuis, ça n'a pas commencé avec Macron, mais ça s'est accéléré de manière assez effroyable avec Macron. C'est qu'il y a 140 000 lits qui ont disparu des hôpitaux entre Sarkozy et Macron, en passant par Hollande. Ces contre-projets de société peuvent être communautaires, autoritaires et inégalitaires. En conséquence, là je passe à l'actualité la plus immédiate, je découvre ça comme vous hein, aujourd'hui. Certaines questions et réactions d'élèves peuvent être abruptes et empreintes d'hostilité et de défiance, remises en question. Vous vous rendez compte, le pauvre gosse qui est en classe, qui a entendu ses parents dire « Mais il y en a marre, enfin, on nous a interdit de sortir, mais je ne sais pas, en Suède, ils se baladent. » Je veux dire, il n'y a pas plus. Plutôt mort, il y en a même plutôt moins que chez nous. Je veux dire, les masques, on nous disait que ça ne sert à rien. Et les mêmes nous disent maintenant que si on n'a pas de masque, pas question de prendre le métro pour aller au boulot, ni non plus de monter dans les autobus. Il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. Donc je vois bien le gamin de 12 ans en classe avec ses camarades à la cour de récréation ou levant le doigt et osant dire, vous voyez, quelque chose dans ce sens au professeur. Il pourrait y avoir une discussion intéressante, démocratique, un débat. Ou un autre gosse dirait, mais non, tu es dans le complot. Bon, des choses de fécond. En conséquence, certaines questions et réactions d'élèves peuvent être abruptes et empreintes d'hostilité et de défiance. Défiance à l'égard de l'exécutif devient un délit en France. Vous savez qu'il y a une femme qui a été en garde à vue parce qu'elle avait mis une banderole où elle faisait un jeu de mots avec le nom de Macron et le coronavirus. Mais écoutez, moi j'ai connu l'époque où De Gaulle était ridiculisé, vilipendé, caricaturé, comme aucun chef d'État ne l'a été depuis. On n'arrêtait pas les caricatures en question. Je me rappelle même de Sartre vendant la cause du peuple sur le boulevard, c'était près de Bonne Nouvelle, là, du métro Bonne Nouvelle. Là, à la criée, ou l'enragé, je ne sais plus, enfin un de ces journaux hyper gauchistes de l'époque, et arrêté par la police, embarqué. Et coup de fil de Gaulle à la police, laissez pisser les intellectuels. Macron, c'est pas ça, hein. Macron, c'est pas ça. Je reprends. En conséquence, certaines questions et réactions d'élèves peuvent être abruptes et empreintes d'hostilité et de défiance, remise en question radicale de notre société et des valeurs républicaines, méfiance envers les discours scientifiques. Ça me rappelle quelqu'un, ça, qui a disparu un peu des écrans, mais elle va revenir. C'est la Greta, quand elle disait « écoutez les scientifiques ». Qu'est-ce qu'elle en sait, elle?
dont on fait parler les scientifiques, je veux dire, à l'époque nazie, on appelait les scientifiques pour prouver que du point de vue biologique, les Juifs étaient une race inférieure et étaient une menace. Or, plus que jamais, nous avons besoin de bâtir une société de confiance, solidaire, solidaire, ça veut, pourquoi pas, moi j'ai rien contre la solidarité comme valeur, mais ici, si vous décodez, il faut savoir décoder. Si vous décodez, ici, ça veut dire, il ne faut pas, je ne veux voir qu'une seule tête. Ça veut dire, pas question qu'un élève critique et mette en question ici ou soupçonne l'exécutif du moindre noir dessein. Or, plus que jamais, nous avons besoin de bâtir une société de confiance solidaire, porteuse à nanana, et offrant aux élèves des chemins vers une socialisation positive. Bon sang, les mêmes qui ont inventé l'horrible expression de distanciation sociale. Vous vous rendez compte de cette expression? On aurait dû dire distance physique. Garder une distance physique, c'est plus court, c'est plus simple et c'est plus clair. Distance physique, on voit tout de suite. Hein. Non, distanciation, qui en plus, c'est des nuls au niveau culturel, c'est un terme qui vient de Brecht, un grand dramaturge communiste, hein, qui recommandait aux dramaturges de son temps de ne pas faire de l'hypnose, comme souvent chez les romantiques, chez Wagner par exemple, avec le public pour lui faire avaler un petit peu n'importe quel fantasme, mais au contraire, d'éduquer le public dans le sens de prendre une distance avec le spectacle lui-même. C'est ça la distanciation, ça n'a rien à voir avec garder une distance physique. Mais distanciation sociale, c'est tout le contraire de la socialisation auquel nous aspirons quand nous prenons un pot avec les copains au zinc du café du commerce, que je n'ai jamais critiqué sociologiquement, ni socialement, comme nous sommes entre amis, quand nous nous promenons dans la rue. J'aime me promener sur les grands boulevards, comme dit la chanson. Il y a tant et tant de choses à voir, comme chantait Yves Montand. Donc, vous voyez, certaines questions et réactions d'élèves peuvent être abruptes, s'opposent à une socialisation positive. Je continue un petit peu, parce que je n'en crois pas mes yeux de ce texte. Je ne vais pas vous lire entièrement, c'est 4 pages de recommandations et d'instructions pour les profs, c'est là où c'est grave. Hein. Lutter contre les replis communautaristes, 3e fois, hein, ça dit bien les citer. Hein. C'est pas ceux qui sont en train de planquer leurs milliards aux Bahamas, là, qui menacent la France et l'économie. Non, non. Le danger vient des pauvres verts, n'est-ce pas, qu'on laisse dealer dans les communautés parce qu'on serait bien embarrassé de les voir sans ressources et qui sera encore plus menaçant. Lutter contre les replis communautaristes qui portent atteinte aux valeurs du pacte républicain et contre toute manifestation de séparatisme. C'est grave ces accusations, vous savez. Lutter contre la désinformation, les théories complotistes, les rumeurs et les fake news. Moi, je suis le premier à mettre en garde contre les dangers de séparatisme. Il y a un séparatisme encouragé par les Allemands hein, pour que l'Alsace se redéploie vers ce qu'on appelle maintenant des partenariats régionaux. Hein. Ah mais c'est pas ce séparatisme-là qui est visé là, hein, du tout. Lutter contre la désinformation, les théories complotistes, les rumeurs et les fake news sur le Covid-19 utilisées à des fins mercantiles et politiques. Mais dites-donc, accompagner les personnels en établissement face aux réactions de repli des élèves. Ça veut dire, vous vous rendez compte, l'école est le lieu par excellence de la transmission des idéaux républicains. Le rôle de l'école a été réaffirmé, quand on se fait passer pour Louis XIV ou Jupiter, ça fait drôle d'entendre parler de République. Le rôle de l'école a été réaffirmé dans le plan national de prévention de la radicalisation. Prévenir pour protéger, présenté par le Premier ministre le 23 février 2018. Donc il tombe le masque. On voit bien que toutes ces mesures, n'est-ce pas, l'acte prévenir pour protéger, c'était déjà pour prévoir une mise au pas de la société, de l'ensemble de la société civile, c'est-à-dire de vous et moi. Donc, conduites à tenir, je saute un peu pour aller vite, identifier les discours, alors ça devient des consignes ou les signes de repli, prendre en compte l'intégralité du spectre des idées radicales du communautarisme, ethnique, religieuse, culturelle, sociale, politique, mystique. Je ne lis que la note officielle. Hein. Repérer les glissements sémantiques fréquents entre communauté et communautarisme. Ah oui, là, ils sont embêtés parce qu'ils sont bien obligés de faire un distinguo. C'était les premiers à encourager le communautarisme quand il s'agit d'abattre un ennemi.
Les pauvres Ouïghours qui luttent contre le totalitarisme chinois. Alors là, on encourage le séparatisme et l'identité et le communautarisme, communauté islamiste, comme par hasard, qui a été surarmée, n'est-ce pas, par les mêmes qui ont armé les rebelles afghans, n'est-ce pas, pour virer les Popov, et qui ont été surarmés et qui ont égorgé à couteau à l'arme blanche 600 personnes à la gare de Wuhan. Vous n'en entendez jamais parler, mais vérifiez, ne me croyez pas ces paroles. Alors là, tout d'un coup, le communautarisme et le séparatisme deviennent une valeur. Je dis ça, mais ça peut être, n'est-ce pas, quand les Croates ont voulu se séparer, ou les Bosniaques de la Yougoslavie. Être attentif aux atteintes à la République qui doivent être identifiées et sanctionnées, mobiliser la vigilance de tous, les enseignants en cours, les CPE, surveillants, les assistants d'éducation dans les couloirs et la cour pour repérer les propos hors de la sphère républicaine. Mais vous vous rendez compte? À la cour de cré, je vais écouter les discussions. Dans les couloirs, il y a des gamins pour repérer les propos hors de la sphère républicaine, en rupture avec les valeurs de l'école et qui s'attaquent à la cohésion sociale. Je croyais qu'il fallait justement prendre une distanciation sociale. Oui. Bon, allez, je vais arrêter d'ironiser parce que c'est grave tout ce qui se passe. Voilà. Je crois qu'on peut. On a passé l'heure, non, Philippe? Bon, ben, donc pour une fois que je suis dans les temps, j'aimerais bien passer la parole aux questions s'il y en a. Sinon, c'est pas la lecture qui manque. Hein. Sinon, je peux prendre ma tablette, hein, c'est pas. Et puis. Et, bon, ben, impeccable. Je vais couper le. Ah, d'accord. Naoufel et Jaweda, d'accord. S'il vous plaît, le livre de Lozurdo à Heidegger et chez Delga est-il la réédition Heidegger et l'idéologie de la guerre paru chez Puf ou est-ce un autre? Merci. Eh bien, voilà des questions précises. Alors non, aucun rapport. Enfin, aucun rapport. Si, c'est le même auteur, donc ça ne fait aucun rapport. Et vous imaginez bien qu'il y a certainement une continuité de contenu. Mais la différence, elle est quantitative. Le, le Nietzsche édité chez Delga, pèse presque 2 kilos. C'est un monument, c'est la plus grande somme jamais écrite sur Nietzsche, sur un seul volume, et avec autant d'informations documentées, précises. Je veux dire, c'est le génie de Lozurdo, c'est de suivre à la trace comme ça, c'est de reconstituer des chronologies. Et là, je n'ai abordé les textes de Marx que nous continuerons la prochaine fois, parce que nous avons du pain sur la planche avec ces textes-là, hein, surtout qu'ils vont être de plus en plus actuels avec la crise qui se développe. Mais le point commun entre Lozurdo et Marx ici, c'est que qu'est-ce que fait Marx dans tout ce paragraphe sur l'accumulation primitive, dont je ne vous ai cité qu'un court extrait? Il reconstitue la séquence historique qui va des toutes premières manufactures, fin XVIIe siècle, mais de l'embryon de la bourgeoisie industrielle, jusque bien sûr en son temps, en passant par les différentes législations sur la journée de travail, par exemple. Allez, si quand même, c'est une manière pour moi de répondre, mais je sais que ça va intéresser Naoufel, qui est un fidèle follower, si je peux me permettre encore ce globiche, mais je vais quand même citer, voilà, un court extrait qui aurait été idéal pour enchaîner sur le carnage qu'on avait vu chez Nerval, n'est-ce pas? Mais là, chez Marx, qui n'est plus dans l'imaginaire cette fois, qui n'est plus dans le cauchemar, mais qui, hélas, est dans la réalité, n'est-ce pas? À propos du début comme ça de l'économie manufacturière, n'est-ce pas? Les différentes méthodes d'accumulation primitive, chapitre 8 du livre 1 du Capital, l'accumulation primitive. Les différentes méthodes d'accumulation primitive que l'ère capitaliste fait éclore se partagent d'abord par ordre plus ou moins chronologique. Vous voyez, il restitue une séquence. C'est ça la vraie démonstration. Le Portugal, c'est dès le XVIe siècle, hein,
pensez l'Empire, le Brésil, hein, l'Espagne, la Hollande, qui pendant un certain temps a été la maîtresse des mers, hein, avant que l'Angleterre prenne la relève, avec l'extraordinaire, le grand amiral Ruyter, n'est-ce pas, qui a ce statut à Amsterdam. Le Portugal, l'Espagne, la Hollande, la France et l'Angleterre, jusqu'à ce que celles-ci les combinent toutes. Les méthodes d'accumulation primitives. Hein. Alors, c'est quoi l'accumulation primitive? Marx la résume d'une manière assez ironique et humoristique par petite épitaphe qui met juste une citation comme il aime bien faire. On ne quitte jamais les poètes, même chez Marx. Il cite Goethe avant l'accumulation primitive, enfin, pour commencer son chapitre. Il cite une blague racontée par le grand Goethe. Un enfant demande à son père d'où il vient ton capital. L'autre il dit ben, de papy, de mon grand-père. Mais le grand-père, d'où ça lui vient? Ben, de ton bisaïeul. Et le bisaïeul, d'où ça vient? Et là il répond, il l'a pris. L'accumulation primitive, c'est quand on cesse d'hériter, c'est quand on crée le capital. Non pas qu'on se le transmet, mais qu'on le crée. C'est l'histoire. On ne quitte pas le carnage, hein, c'est ça la continuité de mon propos, l'horreur. Donc l'Angleterre les combine toutes dans un ensemble systématique embrassant à la fois le régime colonial, le crédit public, la finance moderne et le système protectionniste. Quelques-unes de ces méthodes reposent sur l'emploi de la force brutale, mais toutes, sans exception, exploitent le pouvoir de l'État, la force concentrée et organisée de la société, afin de précipiter violemment le passage de l'ordre économique féodal, l'Ancien Régime, à l'ordre économique capitaliste et d'abréger les phases de transition. En effet, la force est l'accoucheuse de toute vieille société en travail. La force est un agent économique. Et il cite ici un chrétien, un Anglais chrétien, un brave homme. Un homme, enfin bravo, il y a des chrétiens honnêtes, hein, un homme dont la ferveur chrétienne a fait tout le renom, M. Howitt, s'exprime ainsi sur la colonisation chrétienne. Attention, c'est un chrétien qui parle des chrétiens. Les barbaries et les atrocités exécrables perpétrées par les races soi-disant chrétiennes dans toutes les régions du monde et contre tous les peuples qu'elles ont pu subjuguer n'ont de parallèle dans aucune autre ère de l'histoire universelle. Là, on est ici de quelqu'un en 1840. On devrait encore être plus critique maintenant, après le Troisième Reich et tout ça. Quand même, les plus grandes convictions de l'histoire de l'humanité sont venues 2 fois de la vieille Europe occidentale et chrétienne. Eh bien non, aujourd'hui c'est le contraire. Nous donnons des leçons au monde entier. Et nous allons dire au Burundi, dites donc, votre élection, c'est pas clair là. Et à la Russie qui n'a rien à faire en Crimée. Alors que là, un contemporain, un chrétien, c'est pas un bolchevique au couteau entre les dents, dit les barbaries, les atrocités exécrables perpétrées par les races soi-disant chrétiennes dans toutes les régions du monde, déjà. Vous croyez que ça commence aujourd'hui la mondialisation, de l'Amérique latine à l'Asie, et contre tous les peuples qu'elles ont pu subjuguer, n'ont de parler dans aucune autre ère de l'histoire universelle, chez aucune race si sauvage, si grossière, si impitoyable, si éhontée qu'elle fut. Et voilà, vous voyez quelle est la continuité dans ce que je dis tout à l'heure. Heidegger citait le côté effroyable que les Allemands auraient appris, n'est-ce pas, de la barbarie asiatique, c'est-à-dire des steppes de l'Union soviétique. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Et là, un Anglais contemporain de Marx, on est loin du pacte germano-soviétique, n'est-ce pas, dit qu'on n'a pas besoin, franchement, d'aller chercher les Cosaques pour ça. Un exemple, l'histoire de l'administration coloniale des Hollandais, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas revenir à la question au centre de Naoufel. Et la Hollande était au XVIIe siècle la nation capitaliste par excellence, la Hollande, pendant un court instant. Elle déroule un tableau de meurtre, de trahison, de corruption et de bassesse qui ne sera jamais égalé. Oui, optimiste, hein, l'anglais. Marx reprend la parole. Rien de plus caractéristique que leur système d'enlèvement des naturels natives, hein, c'est une traduction des indigènes, des Célèbes, c'est l'archipel qui appartient à l'Indonésie encore maintenant, à l'effet de se procurer des esclaves pour Java, parce que les usines étaient à Java, n'est-ce pas? Ils avaient tout un personnel spécialement dressé à ce rapt d'un nouveau genre. Les principaux agents de ce commerce étaient le ravisseur, l'interprète et le vendeur. Et les principaux vendeurs étaient les princes indigènes. La jeunesse enlevée était enfouie dans des cachots secrets de Célèbes jusqu'à ce qu'on l'entassât sur les navires d'esclaves.
La seule ville de Makassar, par exemple, il y a encore aujourd'hui le détroit de Makassar, dit un rapport officiel, fourmi de prisons secrètes toutes plus horribles les unes que les autres, remplies de malheureux, on parle du XVIIe siècle, vous voyez ce que ça devait être, hein, de malheureux victimes de l'avidité et de la tyrannie, chargés de fer violemment arrachés à leur famille. Pour s'emparer de Malacca, les Hollandais corrompirent le gouverneur portugais. Un type corrompu, abruti, sous les palmiers, ils l'achètent facilement, les Hollandais, pour qu'ils leur donnent les clés de la ville. Celui-ci les fit entrer dans la ville en 1641. Ils coururent aussitôt à sa maison et l'assassinèrent, s'abstenant ainsi de lui payer la somme de 21 000 livres sterling, prix de sa trahison. Partout où ils mettaient le pied, la dévastation, la dépopulation marquaient leur passage. Et je termine là-dessus, une province de Java comptait en 1750, la province de Banjuwangi, comptait en 1750 plus de 80 000 habitants. En 1811, elle n'en avait plus que 8 000, de 80 000 à 8 000, on enlevé un zéro. Voilà le doux commerce, dit Marx, n'est-ce pas, qui garde toujours son sang-froid et son humour. Bon, alors vous voyez, il y a des textes où Nietzsche dit qu'il faut, qu'il faut rétablir l'esclavage, que la Grèce n'aurait jamais été à la Grèce s'il n'avait pas eu cette sagesse, n'est-ce pas, de réduire d'autres peuples en esclavage. Je fais ici un rappel linguistique. J'ai vécu la guerre froide, j'y reviens tout le temps, n'est-ce pas? Ce scandale d'avoir commencé par traquer la peste rouge au moment où il aurait fallu débarrasser le monde à jamais, sur les ruines fumantes du Troisième Reich, de la peste brune. Pas trop s'étonner, c'est les seules forces qui montent politiquement dans l'Europe aujourd'hui, et ce que je dis est d'autant plus vrai que c'est les pays les plus riches, les plus honorés à l'Est. Les seules forces politiques qui montent, toutes les autres déclinent ou s'écroulent, c'est les néo-nazis et les écologistes. Bon, ne me croyez pas, regardez les chiffres, ça c'est pas une opinion, ça se mesure. Là, vous regardez les chiffres aux dernières élections en Autriche, en Hollande, en Allemagne, dans les pays scandinaves, dans les pays baltes. Donc, cette parenthèse, elle est importante. Pour revenir un petit peu au centre de mon propos et à la question de Naoufel, oui, c'est un énorme volume dans lequel Losurdo est beaucoup plus nuancé qu'un anti-nietzschéen qu'un pro-nietzschéen pourrait le supposer. Vous voyez, j'arrive pas à le dire, n'est-ce pas? Pourrait le supposer. Bon, il y a des imbéciles qui lisent Nietzsche de très loin. Je vais donner, je reste sur cette sur le cas de Nietzsche, parce que Nietzsche et Heidegger sont les deux références de cette idéologie contemporaine dont je parle, qui règne encore en maître sur les maîtres à penser. Regardez Foucault, Deleuze, Derrida. Derrida prend la défense de Heidegger. Et je ne vous ai pas cité, c'était un dixième des horreurs qui défilent quand on lit Heidegger. Je ne vous ai pas parlé des passages où il dit que la création des Panzerdivisionen est une des plus grandes étapes de la métaphysique, de l'histoire de la métaphysique, et que nous avons, nous, Allemands, un devoir d'éros à l'égard du Führer. On n'entre pas dans ces détails. Mais non, je pense à la position, par exemple, de Nietzsche vis-à-vis de l'œuvre de Wagner dont je parlais tout à l'heure, son testament, n'est-ce pas, Parsifal. Donc je vous dis, Nietzsche, il a le droit esthétiquement, hein, s'insurge contre cette œuvre qu'il trouve bien décevante après Siegfried. D'ailleurs, je lui laisse la parole, n'est-ce pas? Je ne parle pas dans son dos. Peut-être même la création la plus étonnante de Wagner demeurera-t-elle toujours, et non pas à présent seulement, inaccessible, étrangère, inimitable pour la race latine à son déclin. Vous voyez, cette manière de parler de la race latine à son déclin. C'est le personnage de Siegfried dont je veux parler. Siegfried, l'homme très libre, et peut-être en effet trop libre. Je reviens à libre. Hein. J'ai vécu la guerre froide, où il fallait défendre le monde libre, je cite, contre la barbarie totalitaire. L'homme très libre est peut-être en effet trop libre, trop dur, trop jovial, trop bien portant, trop anti-catholique, c'est souligné.
N'oubliez pas que c'est les Juifs qui ont amené le christianisme dans le monde germanique. Hein. Trop anti-catholique pour le goût des vieux peuples civilisés affaiblis. Bref, Siegfried, c'est trop dur, trop fort. Donc peut-être même est-il un péché contre le romantisme, ce Siegfried antipathique au peuple roman. Je ne vais pas recommencer. Hein. Nietzsche, vous voyez, son côté anti-romantique, on voit aussi ce qui est sous-jacent. Hein, parce que le romantisme, mou, efféminé, comme il dit souvent, affaibli. C'est un des effets, c'est poison que les Juifs nous inoculent, n'est-ce pas Nantissimo pas. Mais Wagner, au jour de sa vieillesse, a largement rajeté ce péché d'avoir fait ce personnage, déjà trop pré-nazi au goût de Nietzsche. Mais Wagner, au jour de sa triste vieillesse, donc quand il a écrit Parsifal, son testament, a largement racheté ce péché. Anticipant sur un goût qui est devenu plus tard une politique, il s'est mis sinon à suivre, du moins à prêcher avec la fougue religieuse qui lui est propre, le chemin de Rome. Parsifal est la seule œuvre chrétienne, avec Lohengrin, une œuvre de jeunesse de Wagner. Pour couper court à tout équivoque, j'aurai recours à quelques vers bien frappés qui trahiront même aux oreilles les moins subtiles, donc vous pouvez ignorer toute la musique de Wagner, ce que je veux dire, ce que je reproche au Wagner des dernières années et à la musique de son Parsifal. Serait-ce encore allemand cela? Il a fait un poème, hein, pamphlet. Ces gémissements sourds, parce qu'il y a des cérémonies religieuses dans Parsifal, viendra-t-il d'un cœur allemand? Sont-ce des corps allemands qui se massèrent ici? Allemands ces gestes de prêtres bénisseurs et cette lubricité aux vagues relents d'encens? C'est pas faux, hein? Sauf que c'est péjoratif pour lui, mais Wagner mélange l'érotique, le religieux avec une subtilité, enfin bref. Et cette lubricité aux vagues relents d'encens, allemand ces brusques génuflexions, ces pamoisons, ces allures titubantes, et ce brinque-ballement incertain de cloches, ces œillades de nonnes, ces tintements d'angélus, ces extases truquées, dont la charge elle est pas light, hein, dont l'élan prétend dépasser le ciel même, est-ce encore allemand tout cela? Réfléchissez, vous n'avez pas encore franchi le seuil. Réfléchissez, sous-entendu vous Allemands là, vous n'avez pas encore franchi le seuil, ce que vous entendez, et c'est souligné, c'est Rome. Et ça, il dit ça à un peuple dans les temps forts de l'histoire allemande, c'est la réforme de Luther contre Rome, et c'est, comme dit le dernier dans un magnifique poème, et la douleur errante à Canossa. À Canossa, quand l'empereur allemand est venu demander pardon au pape, il y a eu des hauts et des bas. Hein. Bon, bref, ça, voilà ce que dit Wagner. Ah, il a peut-être raison, peut-être c'est une musique, c'est une bondieuserie qui vaut rien, ça. Parsifal, il était gâteux, Wagner, il a fait un truc saint-sulpicien, comme on dit. Ce qui n'est pas très gentil pour Saint-Sulpice, c'est pas ce qu'il y a de mieux peut-être dans l'architecture chrétienne française, mais enfin quand même. Mais voilà, il dit voilà ce que je pense de la musique de son Parsifal. C'est comme ça qu'il a introduit. Écoute bien Naoufel et écoutez tous, c'est le cas de dire, on va parler musique. Nietzsche n'avait pas entendu une note de la partition de Wagner quand il a écrit ceci. On a toutes les dates, hein. Mais il était tombé sur le texte, le livret, l'histoire. Il y avait de quoi faire. Comment il dit? Trop de sang et j'aime pas les femmes hystériques. Bon, pas les femmes en général, ça a toujours posé un problème à Nietzsche, mais les femmes hystériques, comme la connerie de Parsifal, c'est encore autre chose. L'essence là. Il n'avait pas entendu une note de musique. Mais voilà qu'il entend la musique quelques années plus tard, quelques mois avant l'effondrement et la folie à Turin. Quelques mois, donc je parle vraiment du dernier Nietzsche, là. Je ne vais pas chercher dans sa jeunesse quand il est pro-wagnérien. Il y a longtemps, n'est-ce pas, qu'il a écrit les pires choses sur Wagner, que la rupture est consommée, que toute l'Europe le sait. Or, voilà ce qu'il écrit lorsqu'il entend pour la première fois le prélude, uniquement le prélude de Parsifal au festival de Monte-Carlo. Il passait l'hiver dans les pays méditerranéens, il avait bien raison. Il était là-haut à 3000 mètres d'altitude, dans la haute Engadine. Donc voilà le compte-rendu de son écoute donc de Parsifal. Il écrit à sa sœur. Je viens de retrouver une notice disant que dans ma dernière lettre, j'avais oublié de te dire quelques mots de la musique de Parsifal. Il l'a enfin entendu. 1887. Hein. Tu t'étonnes? Ben oui, elle s'étonne, parce que jusqu'ici, il ne faisait que cracher sur Parsifal, comme ce que je viens de vous lire. Eh bien oui, j'en ai entendu le prélude. Où? À Monte-Carlo. Très bizarre. Je ne puis y repenser sans bouleversement intérieur.
tant je me suis senti l'âme élevée et saine. C'est comme si enfin, pour la première fois depuis des années, quelqu'un me parlait de problèmes qui me préoccupent, en ne donnant naturellement pas les réponses que j'aurais toutes prêtes pour les Français, là, pour les Foucault, les Deleuze, les Nietzscheens, la guerre froide. C'est j'en ai gros sur la patate, c'est pour ça que je vous lis ce texte. On ne vous cite jamais, c'est pas un texte caché, c'est une lettre à sa sœur. Voilà. Qui prend à contre-pied tout ce qu'on fait dire à Nietzsche sur Wagner. C'est comme si enfin, pour la première fois depuis des années, quelqu'un me parlait de problèmes qui me préoccupent en ne donnant naturellement pas les réponses que j'aurais toutes prêtes, mais les réponses chrétiennes, oui, Nietzsche, qui furent en fin de compte les réponses d'âme plus fortes que celles de nos derniers siècles. Heidegger est vraiment une crapule, jamais il aurait fait cette autocritique. Ce retour sur soi, à vrai dire, en écoutant cette musique, on met son protestantisme de côté comme si c'était un malentendu. Alors que là, il dénonçait le retour à Rome. Mais aussi, je ne songe pas à le nier, certaines autres musiques, fort bonnes également, bizarres. Comme enfant, je m'étais donné la mission de faire jouer le Saint Mystère. Tu te souviens de mes compositions? Nietzsche était un musicien, et il composait. La dernière fois que nous les avions retrouvés, c'était le dimanche avant qu'une parte pour Bayreuth, et nous fûmes alors très surpris de constater leur profonde parenté de mes compositions à moi Nietzsche avec la musique de Parsifal. Ça, on ne vous fera jamais ce parallèle de ces deux textes-là, voyez, en lecture continue. Donc voilà, tout ça, là au fait, j'ai été un peu long, mais parce que ça anticipe sur beaucoup d'autres questions certainement, je viens de le voir, tout ça, c'est pour rappeler tout de même que le bouquin de Losurdo ne rate rien de tout ça. Encore une fois, c'est Losurdo qui m'a appris que les traducteurs actuels de Nietzsche, qui ont fait la traduction, qui fait la référence, les Italiens, ont caviardé la presse juive et l'ont remplacée par la presse socratique. Voilà. Que pensez-vous de George Steiner sur Heidegger? Ça fait partie de Steiner, je vais un peu vite là, hein, parce que pas répéter toujours la même chose. Je ne comprends même pas qu'on continue à accorder de l'importance à Heidegger comme philosophe. Quand on sait enfin qui nous attire avec des choses qui ont l'air profondes, comme l'être, l'étang, le Grund, le Boden, le Blutboden, comme on disait par abréviation à l'époque nazie, Blut, le sang, et Boden, le sol. Oui, parce que Heidegger passe son temps à reprocher aux Juifs d'être un nomade, alors que l'Allemand a une complicité avec le sol, avec la terre. Vous savez, comme disait Pétain, la terre ne ment pas. Donc voilà, je ne veux pas trop perdre de temps avec ceux qui savent, au fond, qui connaissent ces textes, et qui continuent à faire comme si Heidegger était un prophète pour les jeunes. C'est une sale opération, une sale besogne à laquelle je ne veux pas participer. Mais ne me croyez pas sur parole, lisez ces textes, lisez justement le bouquin de Losurdo, non pas pour entériner les thèses de Losurdo, mais simplement pour les documents écrits de la main de Heidegger. Et vous vous ferez votre idée. Je crois que c'est la solution la plus démocratique et la plus équitable. Quand le Saint-Empire avait la volonté de... Raphaël Grognac, pardon. Quand le Saint-Empire, je découvre la question, avait la volonté de maintenir un ensemble rationnel, notre Union européenne, elle, semble échouer en maintenant l'austérité alors même que les velléités révolutionnaires, hélas souvent anecdotiques, sont matées dans le sang. Je m'interroge sur la reconstitution du nazisme. Quel espace nous reste-t-il pour la confronter? Bonne question. La littérature est pleine de céliniens. Les philosophes nous assènent la vulgate freudo-marxiste que Gluskar avait débusquée. Voilà quelqu'un qui connaît ces textes. La musique est la bande-son du consommateur. Peut-on encore s'engager? Avec votre permission, Raphaël, je vous pique la formule et je me permettrai, de votre autorisation, que je demande en public, de la reproduire. La musique est la bande-son du consommateur. Je crois que ceux qui connaissent ce que j'ai pu dire là-dessus réaliseront à quel point ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Faut pas se décourager. Je sens, je sais bien que vous n'avez pas l'air découragé, mais je vous sens sombre, il y a de quoi, hein, et pessimiste. Mais je vais être clair, je parle des Russes et des Chinois que j'ai l'air de défendre contre les attaques dont ils sont l'objet.
dans le camp que vous dénoncez à juste titre. Mais je ne suis pas dans l'autre camp non plus. Je ne suis pas comme notre premier flic de France qui ose répondre à une femme, n'est-ce pas, qui lui fait remarquer qu'il fait une répression sauvage, qui lui répond « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame ». Comme si un policier de la République pouvait être dans un camp politique. Je veux dire, il a le droit à titre personnel, mais pouvait officiellement justifier son action en se réclamant d'un camp politique. Oui, donc vous avez bien raison d'être inquiet. Mais si j'étais en Russie maintenant, je vais être clair d'abord pour pas qu'il y ait de malentendus après. Et si je multipliais les si, puis au fur et à mesure on s'éloigne bien sûr du réel, mais enfin, pour la clarté du raisonnement, et si la Russie n'était pas flanquée, n'est-ce pas, de missiles de tous les côtés, n'est-ce pas, de l'Asie jusqu'aux pays baltes, passant par la Norvège, qui est le pays fondateur de l'OTAN, soit dit en passant. Voilà, après avoir été mis à genoux à l'époque de Brejnev par la guerre des étoiles, qu'elle n'a pas pu suivre, ni financièrement. Bref, si la Russie n'était pas menacée, si l'OTAN avait respecté son engagement à la chute du mur de Berlin, qui n'a pas été l'effet des chars de l'OTAN rentrant en Union soviétique, c'est l'Union soviétique qui s'est elle-même désoviétisée. À la suite de quel processus, c'est un autre dossier. Mais enfin, c'est interne. Ce n'est pas des armées qui l'ont obligé à faire ça. Ce n'est pas comme le Troisième Reich, n'est-ce pas, où il a fallu l'armée rouge pour en venir à bout. Si elle n'était pas menacée, s'il n'y avait pas les sanctions qui font que de redressement économique spectaculaire qui explique la popularité de Poutine, on redescend à presque moins que zéro avec les sanctions, encore que grâce, n'est-ce pas, ça l'a poussé très intelligemment à réorienter sa production et son commerce avec la Chine au moment où la Chine explosait, et ça renforce plutôt l'Eurasie. Bref, s'il n'y avait pas tout ça, rien ne vous garantit que je serais pour le régime actuel en Russie. Peut-être que je serais dans l'opposition. Je serais même certainement plus proche du Parti communiste russe que du Parti Russie uni de Poutine. Je ne peux pas être plus clair. Je ne défends pas un régime, moi. Mais l'espoir vient du fait, vous savez, on fait avec ce qu'on a. Et le seul recours que je vois contre la barbarie qui s'installe, parce que quand même, je parlais de l'Afghanistan, ça fait presque pas presque, plus de 2 générations que l'Afghanistan est à feu et à sang. Tout ça parce qu'un régime, celui du prince Daoud, avait demandé aux soviétiques de venir l'aider à mater la guérilla islamiste à laquelle les Américains ont donné les fameux missiles Stinger où un gamin de 14 ans peut abattre un hélicoptère et un avion, ce qu'ils n'avaient jamais donné à aucun pays. Donc ce qu'on vous dit après, c'est des héros avec des lance-pierres contre l'armée rouge. Et quand ces barbus ont pris le pouvoir et que les soviétiques sont partis, les instituteurs qui, pendant la trop courte époque de l'Afghanistan communiste, avaient osé scolariser les filles, je dis ça à ceux qui se gargarisent maintenant avec le féminisme bourgeois, là ils avaient une occasion de se féliciter. C'est les soviétiques qui ont, c'est grâce à l'aide des soviétiques, un régime afghan a pu enfin envoyer les filles à l'école. Regardez les photos de Kaboul dans ces années-là, vous voyez des filles en mini-jupe dans la rue. Eh bien, les instituteurs qui ont scolarisé les filles ont été torturés, crucifiés et jetés dans les fosses d'excréments. Donc, je ne peux pas être plus clair, Raphaël, pour donner non pas de l'espoir au sens creux du terme, mais pour être réaliste. L'acte le plus négatif que j'ai connu, ma génération, qui a vu l'apogée de la guerre froide et sa fin, enfin sa fin, de la bataille en tout cas, qui consistait à opposer les forces de l'OTAN à celles du pacte de Varsovie, parce que comme vous le savez, comme dit une citation célèbre, une bataille peut finir sans que la guerre soit terminée, la preuve. Elle continue plus belle par Syrie, Yémen, tout ça interposé, toujours les mêmes qui dégustent.
le carnage qui a été fait à ce moment-là a été permis par une tragédie, c'est mon point de vue, hein. La plus grande tragédie, c'est la plus grande réussite de la diplomatie atlantiste. Oui, j'évite de dire américain, j'aime pas bouffer de l'américain. Il y a plein de gens de droite qui bouffent de l'américain. Atlantiste, la face, la face obscure de l'Amérique. Bah, je dirais qu'elle est bien placée là-bas, hein. Mais enfin, quand même, il y a des Américains admirables qui sont contre ça aussi. Leur plus grande réussite sous la diplomatie de M. Kissinger, prix Nobel de la paix, à Oslo, en liaison avec, n'est-ce pas, Nixon, c'est la crapule, celui qui parlait de Allende en disant « Alors, vous l'avez flingué, ce bastard !» Mais on a la bande téléphonique, hein, vous pouvez l'écouter sur le net. Hein. Ce salopard, vous avez eu sa peau. Lorsqu'ils sont arrivés à l'Égypte, arrivent à découpler Pékin et Moscou. À l'époque, c'était les deux mecs, pardon pour cette métaphore, du communisme. À partir du moment, c'était le commencement de la fin. Ce qui redonne un appel d'air à la situation d'aujourd'hui et qui fait qu'il ne faut pas croire que il ne faut pas trop s'occidentalo-centrer, voir tout à travers le bout du cap où nous sommes, c'est que ça fait plusieurs années maintenant que je vois Moscou et Pékin voter la même chose à l'ONU, interdire les mêmes résolutions américaines contre une intervention en Syrie, contre la condamnation de je ne sais quoi, d'attaques chimiques qui sont données aux rebelles syriens. Enfin, je veux dire, quand même, je veux dire, je répète, je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être passé inaperçu, mais je vous le dis, je terminerai là-dessus ma réponse à votre question. Je la clôt pas, elle est magnifique, votre question, elle est trop vaste pour que je puisse la clore aujourd'hui, mais tout de même pour ouvrir une piste, c'est qu'avec la force de frappe économique de la Chine et la puissance militaire et les fameuses nouvelles armes de la Russie, dont encore une fois je ne défends pas le régime, mais je l'attaque certainement pas sur les mêmes bases qu'on le fait en Occident, même sur les bases inverses. Il y a déjà de bons résultats qui ont été atteints. Hein. Les tentatives qui ont échoué. Voilà, donc à suivre. Bon, alors, bon, on va arrêter là maintenant. Et vous voyez, la matière est très riche aujourd'hui, l'actualité va très vite. Renseignez-vous, essayez de suivre ce qui se passe sur des médias spécialisés. Mais c'est grave ce qui est en train de se passer au niveau économique et social dans le monde capitaliste dans son ensemble, le capitalisme en particulier atlantiste. Je reviens, renseignez-vous, c'est grave. Donc, je ne peux pas épuiser aujourd'hui la riche matière de textes que nous avions. J'ai à peine égratigné le corpus marxien, nous continuons avec lui la prochaine fois. Et je vous remercie d'avoir participé à ce direct et à m'avoir posé des questions aussi passionnantes.